Bienvenue chers auditeurs, chers visionneurs, heureux de vous retrouver, nous sommes heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de la Night Media, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et le fameux Tipeee. Tout est inscrit dans le lien qui est via Instagram sur notre profil. Aujourd'hui, nous recevons un professionnel du son. Nous recevons Dooms aux manettes. Yes. Dooms, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, hein, tranquillement, hein, ça va. Cool. Merci pour l'invitation. Oui. Dooms, est-ce que tu peux juste rapprocher le micro de toi ? Comme ça. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que... L'effet de proximité. Ouais. Comment est-ce que je pourrais commencer, Dooms ? Est-ce que tu peux te présenter ou... Oui. Alors, je m'appelle Dooms, c'est mon surnom. D'accord. Dooms aux manettes, dans le milieu. Et j'ai 48 ans. Et je suis ingénieur du son. D'accord. J'ai un studio à Montrouge. Et je travaille aussi avec des labels. Voilà. Donc, mon travail consiste à enregistrer des artistes. Et enregistrer les voix, des fois les instruments. Et ensuite de mixer... ce que j'enregistre. Est-ce que c'est ce que la vie te prédisait ? Oui, je pense. D'accord. Ouais, je pense. Parce que mon père, il était électronicien. Électronicien. Ouais, voilà. Et il travaillait dans l'électronique. Oui. Et tout petit déjà, en fait, la maison, elle était remplie d'appareils de musique, de postes, de chaînes hi-fi, de téléviseurs. Donc, il réparait ça et puis... il faisait son argent comme ça. Et donc très petit déjà, j'aimais beaucoup les appareils quoi, électroniques, les appareils comme ça, quoi, télé, radio, magnéto aussi. Donc j'étais passionné par ça. Et puis étant petit, depuis l'âge de 2 ans, j'ai toujours écouté la musique, j'ai toujours consommé énormément de musique. Voilà. Donc en fait, pour m'endormir, en fait, je mettais de la musique. D'accord. J'appuyais, je mettais la radio ou de la musique, je posais ma tête et je m'endormais. C'était quelle radio ? Alors quand j'étais petit, je m'en rappelle pas, mais je sais que, même de l'adolescence jusqu'à maintenant, j'ai fait presque toutes les radios. Hein. Radio musicale, radio d'info. En fait, je pouvais pas. J'avais du mal à m'endormir si j'entendais pas quelque chose, en fait. Donc, ok. Donc j'ai fait presque toutes les radios. Donc tu as démonté des radios ? Alors, pas que des radios, j'ai démonté des montres, mes jouets, tout ce que j'avais à Noël, tu vois. J'ai toujours aimé ça, essayer de démonter les choses et puis essayer de les remonter. Toujours été curieux de savoir comment les choses elles fonctionnent. Donc, ouais. Et au niveau scolaire, tu t'es dirigé directement vers le son ? Non, parce que déjà, je pensais pas que... je savais pas qu'on pouvait faire des études dans la musique, déjà. Moi, j'ai 48 ans, je les ai eu dimanche. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Et quand j'étais à 12-13 ans, j'étais au collège. Pour moi, en fait, je me voyais... je savais même pas que c'était un métier déjà fait pour moi, à la base, même si j'étais passionné de musique et d'appareils, mais je savais pas qu'il y avait des études, quoi. Et puis même à l'époque, même si je savais que je pouvais en faire mes études, c'était super cher, et c'était pas accessible. Voilà. Et puis il fallait faire de longues études d'ingénieur pour pouvoir intégrer. Donc tu as fait quoi comme métier avant de vivre de ça ? Alors après le collège, j'ai fait un BEP, BEP plomberie. Donc en fait je l'ai fait, mais c'est pour rester à l'école, en fait. Rester à l'école, non, mais c'était en 3e, la conseillère d'orientation, en fait, elle m'avait demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je savais pas, elle m'a sorti un classeur. Oh mon Dieu, le fameux classeur. Oui, et elle m'a dit tu peux faire chaudronnier, BEP chaussures, je sais pas quoi. Voilà ce qu'on propose à des enfants. Dédicace à Oxmo. Exactement, mais c'est pour ça que je dis ça, mais parce que en fait, c'est ce qu'il disait, c'est archi vrai, quoi. C'est vraiment ça. C'est vrai. Et en fait, à un moment, elle arrive sur la plomberie.
Et elle me dit, tiens, la plomberie, c'est bien en fait si tu fais de la plomberie, parce qu'en plus tu pourrais retourner chez toi. Elle me dit ça comme ça. Ça veut dire quoi chez toi? Où, dans les tuyaux, Mario Bros? Ouais, voilà, ça, ou en Afrique. Mais c'était plus dans ce délire-là, tu vois. Et c'est vrai que les gens, ils étaient en roue libre à cette époque. Hein. Franchement, c'était... Ils n'avaient pas de filtre. Ouais, pas de filtre. Se cachent pas. D'accord. Et en fait, je me suis souvenu à ce moment-là en fait, que j'avais un oncle qui faisait de la plomberie. Et c'est vrai qu'il avait monté sa boîte et gagnait beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai pensé à ça et j'ai regardé en fait, le salaire d'un plombier sur l'affiche. C'était à peu près 10 000, 12 000 francs. C'était des francs à l'époque. Et je me suis dit, allez hop, je vais prendre ça. Et voilà, donc je suis parti en BEP. J'ai fait 2 ans, j'ai eu le BEP. Après ça, j'ai fait un bac pro en climatisation. Ça, par contre, je l'ai fait pour rester à l'école. J'aimais pas du tout la climatisation. Tout le monde me disait oui, tu peux faire de l'argent, tout ça, mais moi, j'ai toujours su très tôt que je pouvais pas faire quelque chose que j'aimais pas, en fait. Voilà. Donc, j'ai raté mon bac d'un demi-point. Mais j'étais content parce qu'en fait je voulais pas continuer, je voulais pas travailler dedans. Et donc après ça, donc c'était 98. Après ça, bon, j'ai arrêté l'école. J'ai pris 2 années sabbatiques. C'est bien. Voilà. Et en 2000, j'ai mon père qui est décédé. Et quand il est décédé, je suis parti à ses funérailles en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est vrai que les 2 ans où j'avais fait sans travailler, sans travailler ni aller à l'école, j'étais un peu dans un délire où je me disais oui, la société, ceci, cela, tu vois, j'étais un peu dans mon délire, quoi. Et le fait de retourner en Côte d'Ivoire, de voir la vraie misère, en fait, ce qui m'avait touché, c'était de voir des enfants de 5, 6 ans, 7 ans marcher 2-3 kilomètres pour aller à l'école. Et en fait, j'ai eu un flash, je me suis dit, purée, c'est dingue. Je vois des mômes marcher pour aller à l'école. Moi, je suis en France, on me paye le transport, on me paye les fournitures, on me paye le sport, on me paye tout. Et je trouve le moyen de dire que la société, le racisme, je sais pas quoi. Bon, c'était une phase, fallait que je passe par là, tu vois. Et donc, quand je suis revenu, j'ai décidé de reprendre les études. Alors, j'avais pas le niveau pour faire un bac. Donc j'ai fait un diplôme d'accès universitaire par correspondance. Oui, d'accord. Voilà. Que j'ai obtenu. Après ça, je me suis inscrit à la fac de Saint-Denis. Je voulais faire administration économique et sociale. Jusqu'à présent, je ne savais pas que je pouvais faire ingénieur du son. J'étais passionné par ça. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que pendant mes 2 ans de bac pro, j'ai fait un stage à Canal+. Ah. D'accord. Voilà. Et en fait, j'étais censé, j'avais un référent avec qui on rentrait dans les studios et on nettoyait les climatiseurs. À l'époque, c'était des armoires. Voilà. Donc on allait nettoyer les climatiseurs. Et bon, au début du stage, on avait fait essentiellement les grandes salles. On n'avait pas fait de studio. Et un jour comme ça, on arrive et en fait, c'était comme dans les films. On arrive devant une porte où t'as le bouton rouge au-dessus. Oui, en air. Voilà, en air, exactement. On est arrivé, donc mon référent, il est rentré. Il s'est avancé dans le studio, il est parti vers les armoires. Et en fait, moi, quand je suis rentré, j'ai vu l'ingénieur du son devant la table de mixage. J'ai vu les enceintes. À ce moment-là, j'ai su que je voulais faire ce métier. En fait, de voir l'image comme ça, en fait, j'ai fait un blocage. Donc, le référent, lui, il est parti tout droit. Il pensait que je le suivais. Moi, je suis parti sur la gauche. Je suis parti voir directement l'ingénieur du son. Et bon, j'ai pas dit bonjour, mais j'étais comme hypnotisé, tu vois. Donc, je suis arrivé comme ça à côté de lui. Je lui ai dit, mais monsieur, il faut faire quoi comme étude pour faire ce métier? Et il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, bah, t'as déjà un métier. Non, c'est pas fait pour toi et puis t'as déjà un métier. Il m'a sorti ça comme ça, le mec. Wow. Et moi, sur le coup, en fait, je l'ai pas mal pris. Mais en fait, il a sorti avec tellement d'assurance que moi, je me suis dit qu'il avait raison. Donc, j'ai pas insisté, tu vois. J'ai pas insisté, j'ai fait OK. Puis, je suis parti dans mon armoire. Mais cette image, elle m'a hanté. Ça veut dire qu'à la limite, ce qu'il a dit, lui, je m'en foutais. C'est vraiment de voir les machines, les enceintes, tout bien disposé comme ça. Où vraiment, je me suis dit, mais c'est ça. Et moi-même, en fait, quand je repense à la question que je lui ai posée, je lui ai dit, c'est quelles études qu'il faut faire pour faire ce métier?
Si ça se trouve, il n'avait pas fait d'études. Ou alors, comme, je sais que c'était des métiers rares à l'époque. Hein. C'était rare, et puis fallait faire des longues études. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais une formation, t'as plein de gens qui te proposent des formations en une semaine pour devenir ingénieur du son. À l'époque, voilà, tu faisais bac plus 5, plus 6, où t'étais vraiment des vraies études d'ingénieur. C'est super long. C'est ingénieur du son. C'est pour ça que moi, au début, j'avais du mal à dire ingénieur du son, parce que je savais pertinemment que, gérer des plugins, tout ça, trucs enregistrés, c'est bien, mais je suis pas un ingénieur. Enfin, tel que je l'entends. Moi, pour moi, les mots, c'est important, tu vois. Et ingénieur, j'avais du mal à dire ingénieur du son, tu vois. J'avais du mal, parce que je savais très bien que j'avais pas le background d'un vrai ingénieur, quoi. Tu vois. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai... Et ça a été marrant, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est resté dans ma tête. Donc je me suis inscrit à la fac de Saint-Denis, administration économique et sociale. Et je me suis dit, je vais faire ça, et puis je vais travailler un peu. Enfin, mon rêve, c'était de travailler un peu dans la diplomatie, tu vois. Bon, c'était un peu une utopie, hein, en vrai, mais c'était ça. Et donc je fais 6 mois, donc je fais un semestre en administration économique et sociale, pardon. Et là, je me dis, non, c'est pas fait pour moi. En fait, j'aime pas. Alors c'est bien d'être motivé, mais en fait je fais un truc que j'aime pas, en fait. Et moi je sais que quand j'aime pas quelque chose, je peux pas le faire, sauf si j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, je fais pas. Et je me promène dans les couloirs comme ça, et à un moment je passe devant une porte où je vois Doug de musicologie. Donc je m'arrête devant la porte, je regarde, et c'est là que je percute. Je me dis, mais attends, on peut apprendre la musique à la fac. Alors moi, c'est vrai que j'avais pas de proches dans le milieu musical, tout ça. Donc, j'étais un peu naïf, quoi. Donc, je savais pas qu'on pouvait étudier la musique, tout ça, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, la secrétaire de ce Doug-là m'avait fait comprendre que je pouvais pas accéder à ces études-là à cause de mon équivalence. Puisque moi, j'avais fait une équivalence, mais littéraire. Tu vois, donc c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué. Et voilà. Mais je me suis dit, tiens, ça reste dans ma tête, on peut apprendre la musique. Donc je me suis dit, je vais continuer, et puis on verra. Et donc, je continue en administration économique et sociale, et je deviens surveillant dans un collège, à Antony. Moi, j'habitais à Bagneux à l'époque, à Antony. Et je me souviens, le premier jour, en allant pour aller travailler en tant que surveillant, je prends le RER B, et dans le RER, je m'assois et je vois un petit journal de 20 minutes à l'époque. Je le prends, je le feuillette, et je tombe sur une page où je vois t'as envie de devenir ingénieur du son, la SAE propose des formations, cela. Je vois ça, je tilte direct. Je me dis, ça y est, c'est ça, c'est bon. En fait, c'est comme si, avec le temps, petit à petit, tous les obstacles qu'il y avait entre moi et ce métier-là, les portes s'ouvraient. Voilà, il s'enlevait petit à petit, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, je les ai contactés direct. Et c'était quand même assez cher, mais je pouvais payer par mois. Donc, j'ai bossé, peut-être 1 an, 2 ans en tant que surveillant. Et après, je me suis lancé, quoi. J'ai fait la SAE. Voilà. Et là, j'étais en route, sur le chemin pour faire le métier de mes rêves, quoi. C'était combien de temps? 2 ans? C'était 2 ans. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je pensais qu'une école d'ingénieur du son, t'arrives, on te montre les boutons, tu les pousses, du truc, et c'est tout. Moi, quand j'arrive, on parle de fréquence. La théorie, ouais. Voilà, la théorie. Et ça, je savais pas du tout. Donc, j'arrive, il y a la partie théorique où je suis complètement perdu. Je comprends rien, on parle de fréquence. Je regarde dans les airs, parce qu'à un moment, le prof, il disait, oui, les fréquences, il y en a partout. Et moi, je regardais comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi des fréquences? Il parle de compresseurs. Il parle de chorus, de EQ, de je sais pas quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je me dis, mais où est-ce que je suis? Et là, faut savoir qu'avant de rentrer dans cette formation, j'étais plein d'espoir, tu vois. Je me disais, c'est bon, je vais pouvoir faire le métier de mes rêves, je vais kiffer et tout. Et là, j'arrive, bam, une grosse claque. Je capte pas de quoi il parle, les fréquences, tout ça, le MIDI. C'est-à-dire, le protocole MIDI, tout ça. Et là, je suis perdu. En revanche, la partie pratique, vu que c'était les machines,
Ça, par contre, je me débrouillais super bien. Voilà, j'arrivais à bien me débrouiller, j'avais des bonnes notes. Sur 100, j'avais entre 76, 80, 96. Il y a même une fois, c'était une console numérique, la 02R. Yamaha. Voilà, je l'avais tellement saigné que je suis arrivé 96 sur 100. Ah oui. Voilà. Et pareil, il y avait une Nive aussi, la VR Legend, une grosse console, pareil, où je l'avais saigné, et voilà, j'avais kiffé. Donc côté pratique, c'était bon, mais côté théorique, c'était pas bon. Et j'ai arrêté, c'était 2 ans et demi, j'ai arrêté avant les 2 ans et demi parce que, en fait, je savais que théoriquement, c'était mort, quoi. Franchement, je comprenais pas, j'étais perdu, j'essayais de comprendre. Le truc, c'est que j'étais dans une classe où les mecs qui comprenaient, bah, ils nous expliquaient pas forcément, tu vois. Oui, chacun sa peau. Voilà, c'était chacun ses problèmes. Donc, bon, j'ai pas insisté, je savais que j'aurais jamais l'examen, quoi. Et là, par contre, ça a été très dur parce que c'était une désillusion. Voilà, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est à ce moment-là que je repense à l'ingénieur du son, là, à Canal+, et je me dis, ouais, bah, en fait, il avait peut-être raison, tu vois. Non, mais après, voilà, mais moi, à ce moment-là, je me dis, ouais, bah, non, puisque je comprends pas. Je comprends pas. À l'époque, c'est pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont de la chance parce que sur Internet, on t'explique tout. On t'explique tout, t'as tout. Mais à l'époque, moi, il y avait rien. Même sur Internet, il y avait rien. Et je connaissais personne, tu vois. Et donc, je me dis, ouais, c'est pas pour moi. Donc, après ça, je travaillais dans une boîte de livraison qui avait été montée par mon beau-frère et un ami à lui. T'as carrément. Ah ouais, non, mais j'ai laissé tomber. Enfin, je me suis dit, c'est mort. Ok. Et donc, bon, faut savoir que je bossais déjà dans la livraison, puisque je payais par mois. Oui. Voilà, donc je faisais la livraison l'après-midi, j'allais en cours le matin, le soir, tout ça. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, je vais continuer la livraison, je vais arrêter le son, quoi. Et ouais, et donc, ça, c'était aux alentours de 2007. Peu de temps après, à côté de chez moi, à Bagneux, il y avait un studio municipal où en fait les artistes ils vont répéter, et puis tu avais un petit studio d'enregistrement aussi. Je suis parti les voir et je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait une formation d'ingénieur du son. Bon, je suis pas super calé, mais bon, si vous avez besoin de quelqu'un, ben voilà, je suis disponible. Et je dis ça, on devait être au mois de décembre, ouais, novembre, décembre par là, et au mois de mars, il y a Pierre, le responsable du studio, qui m'appelle pour me demander si j'étais partant pour travailler là-bas. Excellent. Moi, je dis oui, nickel. Et donc, j'arrive et je commence à... Mon boulot, en fait, c'était de préparer les salles de répétition, accueillir les artistes, les placer, faire les inscriptions. Et je me rappelle, il y avait un petit studio d'enregistrement. Je travaillais là-bas pendant 1 an, 2 ans. Et moi, je me dis, mais... je me dis que je réalise qu'il y a le matériel et je me dis mais c'est pas possible, en fait je peux pas arrêter, je suis tellement passionné par ça, je peux pas arrêter comme ça. Je me dis non, je peux pas. Et en fait je vois comme un signe le fait que je travaille dans le studio, qu'il y ait du matériel à disposition. Donc je me suis dit écoute, c'est simple, ça prendra le temps que ça prendra, je vais me reformer tout seul. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me reformer tout seul. Je me suis dit je vais prendre secteur par secteur, au début, section par section, et je vais maîtriser même 2 lignes par 2 lignes, jusqu'à tout maîtriser, enfin pas tout maîtriser, mais comprendre voilà, ce que je comprenais pas. Et donc j'ai commencé à me faire un petit programme où en fait j'ai repris mes cours, j'avais mes cours que j'avais gardés, et voilà, j'ai commencé à réapprendre, quoi, compresseur, ceci, cela. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Et ce que je faisais, c'est que j'allais sur les mémoires. À l'époque, c'était... je dis beaucoup à l'époque, mais c'était sur Orange ou Anadou, où en fait, tu avais plein d'étudiants qui postaient leurs mémoires. Et moi, ce que je faisais, c'est que toutes les écoles d'ingénieurs du son, j'allais sur ces écoles-là qui étaient hébergées par Orange, et je téléchargeais les mémoires, en fait. Pas mal. Des mecs, voilà. Et en fait, je téléchargeais, et vu qu'il y avait une imprimante au studio, voilà, je faisais des trucs comme ça, j'allais à l'imprimerie, j'allais les faire relier, et voilà, j'apprenais comme ça, quoi. Il n'y avait pas YouTube, mais voilà, il y avait ces trucs-là, et c'est comme ça que j'ai appris. La passion. Ouais, la passion. La force de la passion. Ouais, c'est qu'à un moment, moi, je parle toujours d'amour.
Parce que pour moi, c'est quand tu as un amour véritable pour quelque chose, et que tu veux vraiment faire cette chose, mais vraiment avec le cœur, sincèrement, avec sincérité, il n'y a aucune barrière qui, tôt ou tard, ton chemin, il va croiser ce que tu veux faire, quoi, tu vois, tôt ou tard. Donc, encore faut-il que toi, tu t'aies envie, tu vois. Et moi, c'est ça, j'avais l'envie. Enfin, dès que je voyais à la télé une émission où je voyais un ingénieur du son, mais j'étais comme un malade, j'étais pas tranquille. Et après, je sais pas si on a le temps, mais une petite parenthèse, c'est que quand je suis en sixième, j'ai mon ami d'enfance, Laurent, qui... bon, j'écoutais toujours beaucoup de musique, hein, et j'avais un petit post-cassette, voilà, c'était un truc Onkyo, c'était pas Sony, mais voilà, c'était bien pour écouter de la musique, et j'ai mon ami d'enfance, Laurent, qui me dit, son père, il avait acheté un système Bose. Et, voilà, et ça cartonnait, voilà, ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Et il me dit, ouais, bah viens chez moi, on va écouter les albums que j'ai. Et comment ça s'appelle? Et comme ça, on va écouter si elles sont vraiment bien, les enceintes. Ouais, je veux bien. Merci. Et donc, c'était un mercredi après-midi. Il est parti chez son père, merci. Chaîne à éléments séparés, Bose aux quatre coins de la pièce, comme ça. Et il a mis de la musique. Et là, pareil, c'était une révélation. Ça, c'était en 92, 93 où j'entends... Enfin, moi, tous les morceaux à l'époque, j'écoutais soit à la radio, soit sur cassette. Et là, c'était des CD sur des enceintes Bose. Mais c'était quelque chose. Franchement, c'était un truc de ouf. J'ai écouté l'album de Michael, Dangerous. Je me rappelle, à l'époque, à Bagneux, dans ces eaux-là, il y avait un magasin qui vendait des vinyles de rap, des CD, etc. Comment il s'appelait le quartier? C'était le Plateau? Non, des Tertres. J'ai oublié. Pardon. Si tu dois répondre... Non, c'est juste que j'ai oublié de le mettre sur vibreur, désolé. Et il y avait un magasin qui était là. Moi, j'allais chez mon cousin et il y avait c'est la première fois que j'avais entendu des enceintes Bose et elles étaient petites comme ça. C'était où, à Bagneux? À Bagneux. C'était un magasin de vinyle, c'est ça? Oui. C'était C'est quoi à l'époque? Voilà. Le son des Bose. Je me suis dit, mais où sont les enceintes? Je les voyais pas. Et c'était en fait des tout petits cubes qui envoyaient un son. Et ça m'avait traumatisé. C'est comme ça que j'ai croisé la marque Bose. Ça m'avait traumatisé. Moi, pareil. Michael Jackson, Dangerous, Nirvana. Est-ce que Snoop... si, parce que je crois que c'est en 6e, 5e, Snoop... je sais pas si Snoop il était sorti, mais bref, rap français, tout ça. Et là... En fait, j'entends tout ça, donc je sors de chez lui, je rentre chez moi, et la première chose que je fais, je vais sur ma chaîne IFI, je m'éplais, et je vois que c'est pas le même son. Et c'est là où, en fait, je suis devenu ingénieur du son. Mais parce que, pourquoi j'ai pas le même son? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pas le même son? Et en fait, il y avait un magasin là d'épouvante, la caverne des particuliers, où en fait... T'avais des gens qui vendaient du matériel hi-fi. Et en fait, j'allais là-bas, en fait, tous les samedis, j'allais là-bas et je regardais les machines. Tu vois, je mettais des cassettes, j'écoutais les sons, je regardais les enceintes, tout ça. Et des fois, je bossais un petit peu, je gardais mes petits frères et ma mère elle me donnait un peu d'argent de poche. Et je m'achetais mes petits éléments comme ça pour avoir une chaîne hi-fi, un truc qui sonne, quoi. Donc c'est là que ça a commencé. Donc, je reviens à la chaufferie où c'est là où je me dis, mais... Cette histoire de qualité du son, tu vois, ça m'obsède et ouais, ça me quitte plus, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à mettre les pieds dedans, ça me lâchait plus. C'est-à-dire que même quand je me disais, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, j'avais toujours ce truc qui me dit, mais au fait, ça, pourquoi ceci, pourquoi cela? En plus de ça, j'écoute des morceaux, des trucs qui sont bien mixés, qui sonnent bien. Et ça, en fait, c'était mort, quoi. À partir de ce moment-là, je pouvais plus faire autre chose, tu vois. Est-ce que quand tu écoutais de la musique, est-ce que tu écoutais la musique juste pour la musicalité ou pour chercher cette qualité de son? Alors déjà, moi, à la base, j'écoutais la musique, c'était plus pour l'émotion. Ouais. C'est quand j'écoutais la musique, c'est quand j'étais plus ou moins triste, ou tu vois. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et j'imagine beaucoup.
Et c'est vrai que la musique, pour moi, en fait, quand j'entendais de la musique, en fait, c'est comme si ça me projetait un film ou un truc, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, c'est l'émotion. Déjà, la musique, c'était l'émotion. Après vient la qualité, justement, avec le CD, quand j'entends la musique avec le CD, où je me dis, effectivement, enfin, c'est pas pareil. Tu vois, la cassette, le CD, c'est pas pareil. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Et là, je me rends compte que, bien plus tard, en tout cas, que c'est grâce au matériel en partie, et puis aussi comment on enregistre dès le départ, tu vois. Mais c'est vrai que ce côté technique, ça, c'est venu bien plus tard. Moi, la musique, c'était vraiment le côté émotion, quoi. J'écoutais tous les hits des années 80, 90. Comme je te dis, j'écoutais tout le temps à la radio, donc ça allait de tout, hein, du rock au classique, rap, variété française, tout ça. Voilà. Moi, en fait, je suis un mélomane. C'est à partir du moment où la mélodie elle est intelligible, quel que soit le style, je kiffe, quoi. J'écoute. Donc il y a une musique non intelligible ? Moi, je sais qu'il y a des styles. Tu vois, ça, c'est. Moi, en tout cas, pour moi, c'est pas intelligible. T'as des gens qui kiffent, c'est bien. Je dis pas que la musique, elle est pas bien, hein, mais moi, j'arrive pas à la comprendre, en fait. C'est ça. C'est juste ça, les trucs où c'est du bruit. Bon, après, je peux comprendre. Alors, peut-être qu'il y a une histoire de rythme aussi, tu vois. Peut-être que les gens, ils aiment le rythme. Mais moi, il faut qu'il y ait de la mélodie, il faut que. Tu vois, faut que. Et à partir de quand tu as assumé je suis ingénieur du son ? Franchement, même là, des fois, j'ai mon ancien réflexe, tu vois. Mais ouais, c'était à partir de. Allez, ça fait 1 an ou 2 ans. Ouais. Ah oui. Après, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, pour moi, les mots, c'est important. Et voilà, c'est pas ça. C'est que pour moi, ingénieur du son, je sais pas si vous l'avez vu, le film Ray, de Ray Charles. Ray Charles. Ah oui. Oui. Tu vois, les mecs qui enregistrent Ray Charles, pardon. C'est ça, des ingénieurs du son. Non, mais Oui, c'est vrai. Voilà. Ils sont là avec des machines. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, avec des machines, mais il fallait une science pour maîtriser ces machines-là. Tu vois, donc, bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ouais, je suis ingénieur du son. Bah oui, ouais, pour moi, ouais, je suis ingénieur du son de maintenant. Mais en tout cas, en France, et même dans le monde, il y a beaucoup d'ingé sons qui ont appris sur le tas ou en autodidacte. Je sais que là, en musique, entre guillemets, enfin, tout ce qui est rap, etc., ici en France, on parlait de NKF. Mais NKF, il s'est formé seul. Si. Je dis pas que... Encore une fois, quand je parle, c'est vraiment moi, de ma perception, en fait. Après, quand je mets les choses dans le contexte, bien sûr, t'as des gens, ils ont jamais fait d'études, c'est des tueurs à gages. Ça, je dis pas le contraire. C'est juste moi, en fait, quand je parle, c'est toujours ma perception. D'accord. Tu vois, c'est ça. Mais sinon, ouais, comme tu dis, NKF, c'est un tueur à gages. Voilà, il y a un mec, Jérémy Tuile aussi. Jérémy. Lui. Pour moi, c'est vraiment l'ingé son France. C'est un ingé. Ah non, mais moi, lui. Jérémy dédicace. Je m'en rappelle, ouais, dédicace. Je m'en rappelle. En fait, c'est quand j'écoutais Le Fa, oui, il bossait dessus à l'époque. Voilà. Et en fait, les voix. Cynique, tout ça. Voilà, les voix de Le Fa, mais. Moi, c'est vraiment sur Le Fa où j'ai tapé un Le Fa. Oui, je croyais que tu disais Tefa parce qu'il a mixé beaucoup de trucs. Oui. Mais non, je parlais de Le Fa, le rappeur. Le rappeur de Section d'Assaut. Ouais. C'est là que moi j'ai découvert Jérémy Tuile parce qu'à chaque fois que j'entendais un de ses morceaux, je me disais mais c'est qui a mixé ça ? Mais je me disais mais c'est qui a mixé ce truc-là ? Je me disais mais les voix. Et en fait moi j'ai toujours été très sensible aux voix en fait. C'est pour moi une voix. Enfin la prod. Oui c'est bien, mais moi la voix. Enfin je sais pas comment l'expliquer le ressenti. C'est juste tes influences, c'est quoi, jazz ? Non, même pas. Tout. Franchement, moi, c'est tout. Oui, mais j'essaie de comprendre humainement et physiologiquement comment est-ce qu'on peut être attiré par une sonorité et chercher. Parce que c'est vrai que on a connu le vinyle, cassette, CD. Jamais j'étais... Enfin, si, c'était bien, mais c'était l'endroit où j'étais qui faisait que je ressentais la musique. Et je me dis, mais comment est-ce que... Enfin, pour moi, ce que tu ressens, par rapport à mon expérience, tout ce qui est sensibilité, le son, la voix, moi, c'est tout ce qui est jazz et jazz. Enfin, influence. Si je dois comparer... Ce que tu as dit par rapport
à ce que tu ressentais pour la musique. Moi, c'est vraiment très vocal, très jazz. Et c'est moi qui suis allée chercher cette inspiration. Je sais que c'est pas mon podcast, hein, mais voilà, pour faire un rapport, j'écoutais un peu de tout ce qui est musique noire, on va dire. Et après, je me suis dit, c'est bizarre, il me manque la partie jazz. Et j'ai trouvé que... tu comprends ce que je veux dire? Non, je t'observe et je me dis, où c'est qu'elle veut nous emmener? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de parler de la même chose que tu as dit, c'est ce que j'aurais pu dire, mais pour le jazz. D'accord. Alors qu'en fait, toi, tu as eu toutes les influences. Oui, la musique. Oui, parce que... Oui. Mais c'est l'émotion. Tu vas pas me dire... Il n'y a pas un titre rock qui t'a transmis une émotion? Si. Mais voilà. Donc c'est comme ça. Mais c'était un son doux. C'était un son, c'était une mélodie. Oui, mais en fait, dans l'émotion, tu peux avoir de la colère, de la tristesse, tu vois. Et la fin, pour moi, t'écoutes du rock, des fois, tu vas avoir de la douceur dans le rock. Metallica, Nothing Else Matters. Moi, quand j'écoute ce morceau, j'en ai la chair de poule. C'est un des plus beaux morceaux que j'ai écouté de ma vie, tu vois. Pourtant, c'est du rock. Tu vois, je retiens. En fait, je connais les musiques, mais je retiens pas les titres. Sauf. Tu vois. D'accord. Donc, et comme moi, je suis drivé par l'émotion, et l'émotion n'a pas d'œil. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du ressenti. Donc, quel que soit le style de musique, à partir du moment où il y a l'émotion qu'il faut, je vais être sensible. D'accord. Tu vois. C'est pas un calcul en fait. C'est pas un calcul. Ça veut dire qu'après la voix, après la voix pour moi c'est un instrument de plus. T'as la batterie, la guitare, le piano, ceci, cela, mais la voix pour moi c'est un instrument de plus qui vient c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois. C'est l'instrument de plus quoi. Tu vois. Et le fait la voix humaine, quand on comprend bien ce que la personne a dit, qu'elle a une bonne diction et qu'en plus c'est bien chanté, on reste pas insensible, tu vois. Donc moi, c'est vraiment ça qui me drive. C'est-à-dire que quand je vais écouter... tu me fais écouter un morceau, je vais pas me dire c'est du rock, c'est ceci, c'est cela. Et moi, déjà, j'ai du mal à classifier les musiques, en fait. D'accord. Moi, quand on me dit quel genre de musique t'écoutes, je dis moi, j'écoute la musique. Ok. Voilà, j'ai pas de... Enfin, là, demain, je rencontre des gens, ils me parlent de... Je sais pas, moi, de la musique portugaise, le fado. Oh là là, en plus j'ai failli dire ça, je me tu vois ce que je veux dire même. Mais ça, j'écoute, je vais kiffer. Moi aussi j'ai écouté ça. Je vais entendre, je vais kiffer. Tu me parles d'Afrobeat, je vais écouter, je vais kiffer. Rachmaninov, j'écoute, je kiffe. Tu vois, j'ai pas de... C'est comme les êtres humains, c'est comme aimer les êtres humains. Tu vas pas préférer les Chinois ou les Africains ou les Nord-Américains. Non, c'est où t'aimes les êtres humains dans l'entièreté, dans la globalité, où t'as un problème. Mais voilà. Ok. Alors, c'est que le jazz, toi? Non, je parle vraiment du côté percutant de la sonorité, tu vois. Et j'essaie de comprendre. Comment ça, le côté percutant? Le fait de... juste cet instant où tu te dis, c'est pas le même son. Tu vois, quand tu as écouté, je reste sur la cassette et sur le CD. Oui, en fait, c'est simple. C'est que... C'est simple, je vais te faire une analogie. Tu te rappelles les films en DivX? Oui. Voilà. Et en fait, c'est comme si tu passais du DivX au 4K ou au HD truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est ça. Dans la définition, le truc, c'est là où tu dis waouh. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas le même son. Voilà, sauf que c'est tes oreilles, c'est pas tes yeux qui remarquent cette différence, c'est tes oreilles. C'est magnifique. Cette sensibilité-là, c'est magnifique. Mais tu sentais la différence entre un vinyle et un CD? Mais oui, mais moi, après, je savais... T'avais pas l'impression que... Je savais distinguer et j'appréciais la différence de chaque... Chacun avait son charme. Donc j'aimais bien le vinyle, la cassette, voilà quoi. Ah ouais, t'aimais bien quand ça faisait bonjour. Quand la bobine ça se bloquait. Ou alors que ça se tordait et ça te jouait le titre à l'envers et tout. Tu sais que il fallait écouter une seule fois et faire attention à bien mettre ta cassette quelque part. Voilà. Rembobiner avec le stylo. Ouais, non. C'est... Je sais pas. J'ai même écouté... Non, j'avoue, mon père, il avait ramené une... Je sais pas comment on appelle ça. Une bande.
des bandes. Il enregistrait un Manitoba Band. Voilà. Et il avait enregistré 8 heures de musique dessus. Et le son, il n'était pas pareil. Ouais. Et j'avais bien aimé. J'aimais bien. Après, pour ne pas rentrer dans des termes techniques, mais il y a beaucoup de dynamique. 6 sont les grosses bandes là, de certains nombres de pouces. Là, pas les petites cassettes, mais les plus grosses. Il y a une dynamique particulière dedans. Oh, il avait acheté vraiment le gros truc là. C'est encombré avec ça. Enfin bref. C'est bien. Dooms, est-ce que tu te rappelles de ton premier enregistrement en studio ? Mon premier enregistrement. Et comment ça s'est fait ? C'était pareil dans le studio de Banu ? De la chaufferie. Et mon premier enregistrement, enfin on va dire pro, parce que j'avais fait des essais comme ça, mais le premier enregistrement pro, franchement j'avais pris ma claque, hein. Moi c'était Specta. Ah ouais, t'as commencé directement avec... Parce qu'ils venaient répéter à la chaufferie. D'accord. Et t'avais les mecs de Bagneux qui avaient fait une compile, c'était Dur comme la pierre. D'accord. Ouais, Dur comme la pierre. Et en fait, les mecs qui faisaient la compile, je les connaissais bien. J'avais même produit une prod à l'époque pour eux. Ils m'ont demandé si j'étais chaud pour enregistrer. Donc j'ai dit, bah ouais, avec plaisir. Mais tu composais, Ah oui, moi je suis... oui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à bosser... justement, à la chaufferie là-bas, il y avait des cours de batterie, cours de piano, tout ça. J'ai fait presque tous les cours. Cours batterie, trucs. En fait, dès petit, déjà, je voulais apprendre la musique, mais c'était pas trop accessible, en fait. Et puis, ma mère, elle nous élevait toute seule. C'était pas évident, quoi, tu vois. Ça coûtait un certain billet. Et j'ai toujours voulu faire de la musique. Et je me rappelle, je passais à côté d'un conservatoire et je regardais les mômes, tu sais, lire leurs partitions, tout ça. Et en fait, moi, je rêvais d'être parmi eux, quoi. Pour moi, c'était un rêve, tu vois. Excellent. C'était un rêve, ça. Et donc ouais, j'ai pris des cours de batterie, j'ai même pris des cours de solfège, cours de chant. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, comme je programmais déjà un petit peu à l'époque, mais moi, je voulais pouvoir déjà comprendre la musique. Et en fait, mon obsession, c'est si j'ai une idée en tête, si j'ai une mélodie, je veux pouvoir le faire sans avoir à appeler quelqu'un, mais au moins pouvoir le faire moi-même. Même si ça prend du temps, même si ça prend 15 ans, je me suis toujours dit pouvoir poser les idées que j'ai et trucs après, quoi. Incroyable. Et c'était sur avec quel logiciel tu avais commencé ? Le premier logiciel, alors pareil, une petite anecdote. Je travaille dans la peinture, je travaille dans un arcueil, dans un entrepôt de gravure. Et en fait, on m'avait demandé je travaillais en intérim, de refaire la peinture. C'est comme si là, en fait, je vais tout repeindre en blanc. Et sauf que c'est un truc qui faisait aller 300-400 mètres. Ah oui. Et j'étais en train de peindre. Et un jour, je peins à côté des bureaux. Et dans un des bureaux, pendant que je suis en train de peindre, je vois un mec avec son ordinateur, il est avec sa guitare, il est comme ça, un truc, il joue, truc. Et moi, je suis en train de peindre comme ça. Je le regarde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Et je le regarde comme ça. Bon, je pose mon truc de peinture et je vais le voir. Et je dis, mais monsieur, vous faites quoi, là ? Et le mec, il fait, tu vois, je suis avec ma guitare, là, je suis en train d'enregistrer une chanson. Voilà. Et je lui dis, mais c'est quoi comme logiciel ? Et il me dit, ouais, c'est Cubase. Ah oui. Je lui dis, mais on peut faire de la musique avec un ordinateur ? Il me dit, ouais. Faut savoir qu'avant ça, ma mère, elle me dit, ouais, achète-toi un ordi, tu pourras faire de la comptabilité, tu sais, c'est quand les ordi venaient d'arriver, tu pourras faire. Je lui dis, mais non, mais ça m'énerve, j'aime pas, truc, je vais faire quoi avec de la comptabilité ? Je lui disais, non, truc. Moi, le mec, il m'a dit ça, je te jure, hein, allez, peut-être 2-3 semaines plus tard, quand j'ai eu mon salaire, je suis parti à la Fnac, ordinateur, direct. J'ai pris mon ordi, je suis rentré à la maison, je suis parti à la librairie, parce qu'à l'époque, il y avait des démos de Cubase. Oui, je me rappelle. Voilà, dans les magazines. Je suis parti acheter un magazine, j'avais la démo. Je suis reparti à la Fnac, j'avais pris des CD de samples hip-hop EJ. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Je me rappelle, je connaissais rien. J'ai mis le logiciel, j'ai vu un bouton lecture, un bouton boucle. Et il suffit, j'avais juste besoin de ça pour commencer. Ouais, et je me rappelle toutes les nuits, je passais des heures à toucher tous les boutons comme ça. Truc. Et là, aujourd'hui, en fait, on t'explique tout en 2 secondes. Mais ça a été très formateur, tu vois. C'est que j'ai mais des nuits comme ça, à toucher tous les boutons sans aucun résultat. Et puis, pour au final, au fur et à mesure, commencer à avoir des trucs et tout ça. Tu vois. Et suite à cette expérience avec Specta Sayan Soupakrou pour les incultes. Ouais. Victoire de la musique. Ouais. Je suis une inculte.
Sayan Supaku, tu ne connais pas? Si, mais le nom, ça... Voilà, j'ai dit Specta, et après j'ai dit Sayan Supaku. Pour les incultes. C'était pour faire le lien. Bon, bref. Ouais. Tu es pardonné, et je pense que eux-mêmes te pardonnent. Ouais. Comment ça s'est passé à la fin? Enfin, la séance, elle s'est terminée. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es senti? Déjà, rien que le fait de le voir, savoir que c'est lui qui venait. Bon, quand même, vu que j'habitais à Bagneux, je l'avais déjà croisé plusieurs fois, donc ça va, ça allait. Mais le fait de l'enregistrer, en fait, d'entendre sa voix, tu sais, à travers les enceintes qui soient à côté, en fait, j'avais la pression. Mais moi, je suis quelqu'un, plus j'ai la pression, plus je vais être efficace, en fait. Par contre, s'il n'y a pas de pression, bah, ça me saoule, je commence à m'ennuyer, je fais un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que là, j'avais pris une grosse pression. Mais franchement, il m'avait facilité la tâche aussi parce que Specta, franchement, très, très pro, super respectueux. Franchement, non, moi, ce gars-là, je l'apprécie vraiment humainement. Franchement, vraiment top. Et du coup, le fait que ça soit une des premières personnes que j'ai enregistrées, ça a facilité, ça m'a donné confiance, quoi, tu vois. Ça m'a donné confiance pour la suite. Justement, les gens, ils ont dit, ouais, c'est lui qui a enregistré Specta. Comment est-ce que tu t'es créé ton carnet? Alors, à cette période-là, alors après, moi, je suis quelqu'un aussi, c'est vrai que j'ai du mal à me vendre. Dans le sens où en fait, je suis conscient de mes failles. Et je peux pas me vendre, sachant que je connais mes failles. Enfin, j'ai du mal, tu vois ce que je veux dire. Si j'ai pas de failles, je peux me vendre, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, je truc, ceci, cela. Tu vois, mais à cette période-là, en plus, bon, je me lançais. Pour moi, c'était hors de question que j'aille faire le mec truc, parce que, en fait, je me suis toujours dit, ouais, je peux me vendre. Mais si à un moment, ça bloque, ou enfin, il y a un truc que je gère pas, j'ai pas envie de me cramer, quoi. Tu vois, c'est pour un mytho, tout ça. Donc, c'est vrai que à cette période-là, en tout cas, je disais aux gens que j'enregistrais, je proposais mes services, mais j'étais plutôt discret, quoi, parce que je maîtrisais pas encore, en fait. Tu vois, ça veut dire que j'avais enregistré, mais tout ce qui était mix, tout ça, je maîtrisais pas encore, tu vois. J'étais pas trop à l'aise avec. Donc, ouais. Mais je faisais plus de prod aussi que je n'enregistrais. Donc j'avais plus la casquette de mec qui faisait des prods parce que j'avais fait des prods pour eux. Mais il y avait aussi des gars de Vanves pour qui je faisais des prods. Voilà, donc ouais, j'étais plus producteur qu'ingénieur du son. D'accord. Voilà. C'est après qu'à un moment, en fait, je me suis dit, en termes de stratégie, je me suis dit que si je voulais avoir du boulot, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu sais, le côté créatif, l'inspiration, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Et je me suis dit, si je veux pouvoir avoir un boulot stable, enfin régulier en tout cas, j'ai plus intérêt à travailler du côté technique. Parce que ça, les techniciens, on en aura toujours besoin, tu vois. Et puis, c'est pas quelque chose où tu as besoin d'inspiration, forcément, tu vois. Bon, tu as les appareils, tu règles, et c'est à peu près tout le temps la même chose. Alors que faire des prods, bon, bah, tu peux faire une prod qui déchire là, le lendemain, tu fais un truc qui n'a rien à voir, tu vois, c'est un peu aléatoire, tu vois. Bon, sauf ceux qui maîtrisent vraiment le truc. Moi, à l'époque, j'étais pas à ce niveau-là, donc je me suis plus orienté vers le côté technique. Parce que, aussi, je me disais, ouais, je fais des prods, mais si je sais pas les mixer, voilà, je voulais qu'ils sonnent d'une certaine manière et pour moi je me suis dit bon bah voilà, je vais plus me focus sur le côté technique et puis comme ça quand je serai après rien ne m'empêchera de revenir dans le côté production et voilà. Et la chaufferie, t'as bossé dans plusieurs studios? Ou alors t'es passé de la chaufferie directement à... Ouais, j'ai bossé à la chaufferie longtemps, de 2007 jusqu'à 2015. Et 2015, alors c'est marrant, 2015 j'ai eu une opportunité. C'est pareil, mon ami d'enfance, Laurent. Et c'est ça qui est marrant parce que quand, dans ma tête, je kiffe, en fait je capte le délire du son. En fait... entre les enceintes Bose et les petites enceintes normales, je sens qu'il y a un truc. Et ben, ce qui va me faire rentrer dedans, c'est ce même ami-là, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il habite à Boulogne. Un jour, il marche comme ça, il croise Almami. En fait, Almami, c'est le petit frère de Sensei Nino. D'accord. De Beat Bull. Oui. Et en fait, il avait repris le studio de L.I.M.
D'accord. Et il avait repris son studio, il cherchait un ingénieur du son. Et en fait, quand il a croisé Laurent, il lui dit, ouais, Laurent, j'ai repris un studio, je cherche un ingénieur du son parce que j'en ai un, mais il va partir. Du coup, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Et là, Laurent, il lui parle de moi. Il dit, ouais, j'ai mon pote, Mamadou, c'est mon frère, c'est un tueur, ceci, cela. Et il dit, bah, ok, bah, si tu lui en parles et s'il est chaud, tu lui dis qu'il me contacte. Donc, moi, Laurent, il me dit ça. Et quand il me le dit, au lieu d'être content, je l'embrouille. Je lui dis, mais t'es malade, pourquoi tu lui dis que je suis un tueur? Je lui dis, mais t'es malade, je vais aller là-bas, je vais m'afficher, truc, tout ça. Il me dit, oh, tais-toi, tu vas, tu testes, et puis t'as rien à perdre. Il me dit, tu t'en fous, t'as rien à perdre, tu testes, et puis voilà. Et c'est vrai, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et donc, j'ai contacté Almami, on s'est donné rendez-vous au studio. Je me rappelle quand je suis arrivé au studio, j'ai vu le matériel. Il y avait une grosse console SSL là-bas. Exactement, c'était le Matrix. SSL, voilà. Là, la console, plus les périphériques, compresseurs, tout ça. Je te jure, je suis arrivé, la pression. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas des trucs pour rigoler, c'est pas la chaufferie. Et voilà. Et je me rappelle, Almami, il m'avait demandé si j'avais de l'expérience. Alors, je lui ai dit que j'avais enregistré 2-3 gars, mais que j'avais pas l'expérience. Bon, là, j'ai préféré être sincère avec lui, lui dire truc. Et je lui ai dit que j'avais pas l'expérience pour gérer un studio. Mais je lui ai dit que par contre, je suis motivé pour apprendre. Et voilà, quoi. C'est juste que tout seul, comme ça, je sais pas si je pourrais gérer. Il me dit pas de problème. Il a vu que j'étais passionné. Il m'a fait confiance et j'ai commencé à bosser là-bas. Et ça, là, il y a eu l'expérience qui s'est créée dedans. En fait, si tu veux, au début, alors les 6 premiers mois, c'était difficile parce que parce qu'en fait là, je quittais un truc où j'étais dans un petit studio municipal où on prend notre temps, on fait des trucs, à un studio où en fait, bah là, c'est ça envoie et tout. Voilà, ça envoie, faut être productif, faut être rapide, c'est tout ça. Studio commercial. Exactement. Donc le problème, c'est que en fait, j'étais pas assez rapide. Ça veut dire quand j'enregistrais les artistes, la mise à place, vu que j'avais pas le temps de bien la faire, et ben ils repartaient avec un truc qui était pas terrible, quoi. Et je me rappelle, à chaque fois ils appelaient Almami, ouais, ton ingé là, franchement, voilà. Et Almami, il revenait au studio, tu vois, il leur faisait la mise à plat et il leur renvoyait. Et ça a duré 2-3 mois comme ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, je sais ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai proposé aux gars, c'est que quand ils venaient enregistrer, je leur disais, bon, écoute, t'as vu la mise à plat, je pourrais pas te faire un truc de speed tout de suite, mais t'inquiète, moi je pars chez moi avec la session, je te la renvoie dans la nuit. Donc j'enregistrais les gars. Des fois, je faisais une mise à plat, ça passait, donc ils repartaient avec. Des fois, les mecs me disaient, ouais, pas terrible. Je rentrais chez moi avec la session, je prenais mon temps, mais je leur envoyais un truc à peu près potable, et voilà. Et donc j'ai fait comme ça, donc ça allait. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'un jour, je parlais avec un ami, Gérald, et parce que là, on était en 2015, j'étais en couple, j'avais un enfant, 2, une grande, mais et mon petit, dont j'étais avec la mère. Et en fait, le truc, c'est que je me suis lancé, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon travail de livraison pour pouvoir me lancer en tant qu'ingé. Parce qu'en fait, il me demandait des dispos, mais moi, vu que je bossais, je pouvais pas. Et à un moment, il fallait faire un choix. Donc à un moment, je me suis dit, bon, écoute, je vais tenter ma chance. J'avais, je sais plus quel âge à l'époque, mais je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Si je fais pas ça, je le ferai jamais, tu vois. Donc je me suis lancé. Je me rappelle, j'avais pas dit à ma compagne que j'avais démissionné. J'avais dit, oui, j'ai pris un congé sabbatique de 1 an, truc, et voilà. Alors qu'en fait, j'avais lâché mon CDI, tu vois. Donc je me rappelle, j'allais aux sessions, j'avais la boule au ventre. Je me disais, mais comment je vais faire, en fait? Et je me disais, mais t'es un ouf, pourquoi tu fais ça? T'avais un truc sûr, tu laisses ça pour un truc incertain. Et voilà. Et j'en avais fait part à Gérald, et il m'avait dit, il était venu me voir au studio, il était content pour moi et tout. Il me disait, tu sais, Mamad, et il m'a dit, tu sais ce qui va faire la différence? Parce que je lui avais dit, à un moment, je lui avais dit, mais regarde, l'âge que j'ai, tu vois, les mecs de ma génération qui font ce métier, ils sont tous des certifs, c'est tous des tueurs. Je lui dis, moi, j'arrive, j'ai rien. Comment tu veux que je fasse la différence? Pourquoi les gens, ils vont pas aller chez ces mecs-là et venir chez moi? Et là, il me dit, Mamadou, tu sais, ce qui va faire la différence entre toi et ces mecs-là, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu es. Il me dit ça comme ça. Je regarde, je fais ce qu'il raconte, lui. Je prends la voiture, je me barre. Et un soir, comme ça, après une session, je suis comme ça, je réfléchis, je me dis, mais... Et je repense toujours à ça, je me dis, mais comment je vais faire?
comment je vais faire la différence, comment je vais m'en sortir, quoi. Et je repense à sa phrase. Mamadou, c'est pas ce que tu vas faire qui va faire la différence, c'est comment tu es. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça tourne en bout dans ma tête. Et là, un éclair de génie, c'est que je me rappelle que je connaissais quelques ingés qui étaient confirmés à l'époque, et tous ils se plaignaient parce que c'était la période où en fait les gros studios ils fermaient. Ouais. Et du coup, les mecs qui travaillaient dans les gros studios pour pouvoir vivre, faire rentrer de l'oseille, ils enregistraient tout le monde. Et c'est aussi le moment où en fait tous les gens en fait qui ont toujours voulu chanter, et ils avaient accès au studio, et du coup ils allaient prendre des sessions. Et je me rappelle que les ingés, ils se plaignaient parce qu'ils disaient ouais putain fais chier, tu passes d'enregistrer tel artiste qui déchire à des gens comme ça, franchement c'est relou truc. Et en fait je sais pas, mon cerveau il a fait un calcul comme ça, je me suis rendu compte que je me suis dit quoi, tu sais quoi, en attendant d'être fort techniquement, tous les gens là qui vont dans ces studios là et qui se font pas maltraités mais qu'on les prend pour de la merde, et je vais les rabattre en fait. Et je me rappelle aussi que souvent quand j'enregistrais les artistes, les débutants, tout ça, et ils me disaient ouais, tu vois, au moins ce qui est bien avec toi, c'est que en fait toi tu nous écoutes, tu nous donnes des conseils, alors que les autres là-bas, ok, ils ont du matos, ils ont de la qualité, mais franchement, limite ils te méprisent et tout ça. Et tu vois, en fait ce soir-là, j'ai fait ces 2 trucs-là, et je me suis dit ok. Et en fait je me suis dit mais je suis qui moi? Et je me suis rendu compte que moi je suis quelqu'un, de base, j'aime bien encourager les gens. J'aime bien leur apprendre, transmettre ce que je sais. Et je me suis dit, ok, là j'ai eu un coup d'éclair comme ça. Et là, j'ai pris confiance. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. À partir de ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'avais un artiste, après, j'ai aussi un truc, c'est quand j'écoute quelqu'un, je sais direct c'est quoi ses failles, ses trucs. Je sais pas, j'ai un délire. J'ai tellement écouté de gens chanter aussi que maintenant, voilà. Et dès que j'entends quelqu'un, je sais c'est quoi ses failles, truc. Et je me suis dit que j'allais leur expliquer comment progresser. C'est-à-dire, au lieu de leur dire ça va pas, ça va pas, je leur disais, essaye de prendre des cours de ça, pour apprendre ça, pour t'améliorer ceci, cela, tu vois. Donc, je donnais des petits conseils comme ça, des petites techniques, parce que je me suis toujours dit, en fait, quelqu'un qui se sent bien avec toi, c'est quelqu'un qui va toujours donner le meilleur de lui-même. C'est ça. Tu vois. Et quand tu donnes le meilleur de toi-même, la performance, elle est... Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, ça va être ma règle, en fait. C'est comme ça que je vais faire. Et j'ai commencé... à partir du moment où j'ai appliqué cette méthode-là, et les gens... Hop. Et, ouais, t'enregistres où? Ouais... en fait, dès qu'un artiste, il rencontrait un pote à lui qui lui disait « Ouais, putain, j'étais dans le studio, ils sont relous, je sais pas quoi. » Ouais, vas-y, va voir, il y a Dooms. Tu vas voir Dooms et tout. Lui, il est comme ça, il est cool et tout, il te donne des conseils, tout ça, truc. Alors... Des fois, je prenais un peu plus sur mon temps, tu vois, mais ça a fait la différence parce qu'au bout de presque 8 mois, le studio, j'ai commencé à le faire tourner. Au début, j'avais 2-3 sessions dans la semaine, puis ça c'est monté comme ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça arrivait même à un stade où, en fait, je travaillais matin jusqu'au soir. Matin, de 10h jusqu'à 2h, 3h du matin, comme ça. Et en fait, je m'étais juré de jamais demander à personne de jamais dire à personne de parler de moi que j'avais un studio. Je me suis dit, il faut que ça soit mon travail qui fasse ma publicité. Ça, c'était ma règle d'or. C'est-à-dire que j'ai jamais, même sur les réseaux, ouais, venez, j'ai de la place, truc, jamais. Je me suis dit, il faut que mon taf, il fasse la différence. Et ça m'obligeait à te surpasser. Ouais, à me surpasser, quoi. Ouais. Voilà. Donc, donc de là, j'ai bossé là, j'avais découvert... j'avais enregistré Landy à l'époque, il n'avait pas encore percé. Et lui, je me rappelle, quand je l'ai entendu, j'ai capté direct qu'il allait percer. Mon collègue, Almami, m'avait dit, ouais, lui, il va percer. Landy, tu sais c'est qui? C'est le papa de la petite, là. Ouais. Sa fille est dans là où il y a nos filles. Enfants, tu vois. Et comment ça s'appelle? Et ouais. Donc, ouais. Je commençais à enregistrer pas mal. Je me rappelle même qu'à un moment, par exemple, quand j'étais pas dispo, Almami se proposait, les mecs disaient non, c'est bon, on attend 12. Non, franchement, c'était un truc de fou. En fait, j'ai capté un truc et voilà, j'ai misé sur ça et franchement, Et là, du coup, le studio de Montrouge, c'est celui que tu as monté. Après, tu t'es mis entre guillemets en freelance. À ce moment-là, j'étais un peu en freelance, puisque voilà, je bossais pour Almami, mais parallèlement, je bossais aussi avec un ingénieur du son, Adrien. Qui m'avait un peu formé aussi, j'ai eu la chance. Quand il faisait des sessions,
d'enregistrement, de mix. Il me faisait venir et puis je voyais comment il travaillait, puis il me donnait des conseils, tout ça. Et Adrien, lui, à l'époque, il avait enregistré Rof. Et il enregistrait Rof et un jour il pouvait pas assurer de session parce qu'il était occupé ailleurs. Il m'a demandé si je pouvais et comme il avait confiance, il m'avait bien formé. Du coup il m'a demandé si je pouvais enregistrer Rof, donc je suis parti. Voilà, j'ai enregistré Rof et de là j'ai bossé un peu pour le label. Après bon, on s'est un peu pris la tête et après ça j'ai bossé pour un label qui hésite. Ah, Kézit, ouais, voilà. Moussa Wagui, voilà, dédicace. Oui, dédicace. Ouais, franchement, il m'a fait. Grâce à lui, non, franchement, on avait fait un entretien et. Non, franchement, il m'a mis le pied à l'étrier. À l'époque, ils avaient un ingé son résident là-bas. Nicolas ? Non, un gars qui faisait des instrus aussi. Ah, Jackess. Jackess, exact. Moi, quand je suis arrivé, il était là-bas. D'accord. Il était déjà là-bas, Jackess et tout ça. Il y avait aussi un autre ingé son, Nicolas. Nico, c'est mon gars. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais le petit, quoi. Ça, tu vois. Et non, c'est formidable parce que là-bas, j'ai. Attends, le micro. Ah pardon, c'est peut-être moi je touche. Et t'es loin en fait du. Ah ok, pardon. Ouais. Excuse. Ouais. Donc je te disais donc c'est, avec Kézit, j'ai enregistré, j'ai mixé pour Aya, j'ai enregistré Fally Poupa, Sidiki Diabaté. Ouais, le père et le fils étaient là-bas. Ouais. J'ai grâce à Kézit, j'ai vraiment fortifié mon expérience et puis j'ai travaillé avec des personnes de renom, quoi. Là, ça m'a vraiment donné confiance, tu vois. Et même avec ça, en fait, quand je bossais là-bas, j'avais ma clientèle que j'avais développée, tu vois, à Boulogne. Donc en fait, quand je finissais mes sessions, je faisais 11h par exemple, 18h à Kézit, j'enchaînais 22h jusqu'à 2h, 3h du matin à Boulogne, tu vois. Et donc après ça, après l'aventure Kézit, eux ils ont fermé. J'ai bossé dans un studio à Cachan avec Eshan, c'était le propriétaire du studio en fait qui m'avait ouvert ses portes et pareil, j'avais ramené ma clientèle là-bas. La chance que j'avais à l'époque, c'est que j'avais une clientèle qui me suivait un peu partout, tu vois. Donc j'ai bossé là-bas à Cachan et même je te dis des bêtises parce que pendant que j'étais à Kézit, on a commencé à monter le studio à Montrouge. D'accord. Voilà, on a commencé à monter le studio. Après, moi, j'étais à Cachan. Donc, le studio, il avait été monté. Et je commençais à faire... en fait, je faisais des sessions. Comme j'étais bien installé à Cachan, le temps que les travaux finissent, je suis resté là-bas. Et j'ai bossé... je faisais Cachan, Montrouge, pardon. Après, j'ai arrêté à Cachan et je me suis installé définitivement à Montrouge. Mais ouais, le studio à Montrouge, on l'a monté avec Adrien. Ah, d'accord. Vous êtes à deux dessus. Oui. Trois. Enfin, il y a Adrien, Mouche et moi. D'accord. Ouais. À trois ingés, on l'a monté. Et voilà. Salut. Une vie comme ça où en fait où toi tu fais ce que tu aimes, ce pourquoi tu es fait. Tu le vis comment? Passionnément? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis ouais j'en ai marre, ou en fait c'est du 100%? Alors le truc c'est que moi je suis passionné, en fait je fais pas semblant. Quand j'aime, quand j'aime pas. Et en fait le problème au début je me sentais coupable de faire un truc que j'aime parce qu'en fait j'avais pas l'impression de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Je te promets. En fait, j'allais au studio, j'étais là, je kiffais le truc. Je rentrais, je me disais, mais putain, j'ai pas travaillé là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, mais ouais, c'est pas sérieux, tu vois. Franchement, au début, je me disais, ouais, non, mais c'est chaud quand même, truc, nanana. Je me disais, mais c'est pas sérieux. Mais si, c'est du travail. Sauf que j'aime ce travail, donc c'est pas du travail, c'était que du kiff, je te promets. Je partais 11h, 18h. Mais gars, c'est des horaires de bureau, mais je kiffais ma race. Un truc de ouf. Et même le soir après j'enchaînais, tu vois, genre 22h jusqu'à 4h du matin. Et les sessions, bon t'as vu, c'est en fonction de l'artiste, il y a un certain feeling. Donc des fois je me tapais des bars. Et tu te dis, mais tu passes ta journée à rigoler, à kiffer, mais c'est pas du travail. Tu vois, mais si frère, c'est du taf. L'image de l'ingénieur là de Canal+ a été revenue plusieurs fois? Non, parce que en fait ça, je me suis... Quand j'étais à la chaufferie, je t'ai dit que je me suis dit je vais me former tout seul. En fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas de hasard. C'est que en fait, il a fallu que j'entende ça pour me surmotiver. Parce qu'à un moment, je te disais, quand je quitte la SAE, limite je suis en dépression, je me dis ouais, tu vois, il avait raison, truc. Et à un moment, je me dis mais non, pourquoi il aurait raison?
En fait, moi, je sais ce que j'ai dans le cœur, je sais ce que j'aime. Pourquoi lui, il va me dire à moi que c'est pas pour moi. Encore si, je sais pas, c'est Dieu, l'univers, il me dit, ouais, ok, c'est pas pour toi, je veux bien, mais lui, là, pourquoi lui? Et je me suis dit, non. Et je me suis dit, j'en crèverais, mais je te jure que je serai ingénieur du son. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, après, je vais me former tout seul, où je me suis dit, je vais prendre chapitre par chapitre, je vais lire 10 fois, 20 fois s'il le faut, mais ça va rentrer. Et je me suis dit, ouais, si lui, il est arrivé, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Tu vois? Non. Et à partir du moment où lui, je l'ai sorti de ma tête, ça y est. Ou à partir du moment où j'ai dit, non, tu vois, c'est mort. C'est pas lui qui décide, ça y est, j'étais oublié. Et en fait, je pense qu'il fallait ça pour que je me remotive plus, en fait. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Tu vois, les choses, elles se font. Et c'est après que tu te rends compte pourquoi ça a été fait, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment là où je me suis dit, non, t'as vu, non, j'accepterai jamais. Jamais. C'est ridicule, quoi. Ça se solde par une très belle récompense. 3 certifications en tant que diamant. Ouais. Ça t'a fait quoi? J'étais content, fier, parce que je me suis dit, je me rappelle quand je m'étais lancé, je me disais, je vais être un des meilleurs ingé son de rec, d'enregistrement. Et même de là d'où je suis parti, en vrai, c'était pas gagné, quoi, mais j'ai eu de la chance de travailler, d'avoir eu des opportunités, d'avoir pu les saisir, tu vois. Et franchement, ouais, au fond, à chaque fois que je passe devant, je regarde, je me dis, ouais, je suis content. Je me dis, bon, ça a été une bonne chose de faite. Bon, maintenant, il faut que je passe à autre chose, quoi, tu vois. Ça, c'est bien. Après, bon, moi, c'est mon truc personnel, compte tenu de mon histoire. Je suis content. T'as des mecs, ils ont des 500 certifs, c'est des tueurs à gages. Mais moi, je sais le chemin que j'ai parcouru. Et pour moi, ça, c'est... Pardon, ouais, je suis content, ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, j'ai pas... en fait, j'ai visé juste, quoi, en tout cas, dans ce que je voulais faire, tu vois. Et là, allez, je rentre un peu dans du technique. Là, tu as parlé d'enregistrement. Pour Dooms aux manettes, qu'est-ce que c'est sa config? Voilà, le max du max, où tu étais dans ta Rolls. Tu mettrais quoi en micro? Moi, U87. Tu mettrais quoi en préampli? 1073. Nive, yes. Ouais. Et pour le reste de la chaîne, je te laisse. Pour le reste de la chaîne, bon, l'idéal, ça serait un TubeTech compresseur. Ah oui. Vois, ça serait l'idéal. Après, si j'ai pas ça, bon, je sais que nous, à Montrouge, on a un petit Red Devil Chandler, là. Voilà, celui-là, il marche très bien. C'est une émulation du 1176. D'accord. Donc, il marche très bien. Sinon, au pire, un distresseur, j'aime beaucoup ce compresseur pour enregistrer. Oui. J'aime beaucoup, tu vois. Après, carte son, franchement, aujourd'hui, j'ai une autre optique que par rapport à avant, où je me disais, oui, Apollo, tu vois, les petites Apollo, c'était bien, c'était nickel, tout ça. Là, aujourd'hui, si je prends une carte son, je prendrais plus une Antelope, Orion, un truc comme ça, tu vois. Ouais, parce qu'ils ont des très bons convertisseurs. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que ouais, c'est les convertisseurs, ils font ça fait la différence. Les convertisseurs, l'écoute et la pièce dans laquelle t'écoutes, quoi. C'est ça le plus important. Oh, j'ai oublié. Quelle écoute? NS10. NS10 ouais, pour les voix, pour tout ce qui est médium et tout. Voilà, et puis des Neumann, je connais pas exactement la référence. Des KM. Je crois, c'est comme ça, ouais. Au début, j'aimais pas trop. Ce sont celles que tu peux calibrer, etc. Là. Oui. Ouais. Et, au début, j'aimais pas trop parce qu'on avait les Barefoot. T'aimais pas? Non. Barefoot? Non, j'aimais, mais c'est les Neumann que j'aimais, j'aimais pas trop parce qu'il y avait les Barefoot. Mais en fait, les Barefoot, elles étaient trop grandes par rapport elles étaient trop puissantes par rapport à la pièce dans laquelle on rec ou on monitor. Du coup, on les a vendus, on a gardé franchement, j'ai entendu que des références qui me font transpirer, mais je suis même goût. C'était mon kiff perso, je voulais entendre. Et moi, je pars du principe que si tu as une pièce, une control room qui est bien traitée, où l'écoute elle est très bonne, tu as des bons convertisseurs, la pièce où tu enregistres l'artiste, elle est bien traitée aussi, elle est suffisamment mat pour pas que t'aies trop de réflexion, parce qu'il en faut quand même un petit peu. Oui. Après, t'as pas besoin d'avoir un matériel de ouf, hein.
Franchement, c'est vrai. Moi, je pars de ce principe, c'est vraiment avoir le truc de base, le matériel de base, le plus important. Et une fois que tu as ça, allez. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un artiste qui accepte de te faire totalement confiance sur l'enregistrement parce qu'ils aiment bien faire ça, là, le close miking. Tu vois, ils aiment brailler, avoir des signaux super forts et on sait, enfin, dans la technique, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de prise. Est-ce que toi, t'as réussi? Parce que tu vois, je t'ai entendu parler de pas trop de réflexion et un son mat. Moi, j'appelle ça le son Motown en enregistrement. T'as réussi à faire ça déjà en séance? C'est-à-dire réussir à record quelqu'un qui prend la bonne distance micro, là où il te laisse faire comme il veut. Après, ça dépend plus de l'artiste et ceux qui ont de l'expérience, tu vois. Je sais que dans le rap, en tout cas, c'est le style que j'ai le plus fait. Je sais que dans le rap, t'as des mecs qui ont l'expérience, ils ont la bonne distance entre le micro et la bouche et le micro. Et du coup, quand ils rappent, tout devient clair, quoi. En fait, tout est précis, tu vois, dans la diction, tout ça, tu vois. C'est limite, t'as pas besoin de compresser rien. T'as pas besoin. Limite, tu fais une petite EQ, truc. Ça te l'a déjà fait, ça? Ouais. Enregistré en brut, tellement le chip est bon et qu'il gère lui-même sa propre dynamique. Bien sûr, ouais. On pourrait avoir des noms en exclusivité. Un artiste qui t'a marqué justement là-dessus? Moi, il y en avait un, c'était un mec du 78, Slays Bastos. Ok. Il m'avait choqué, en fait. C'est sa diction. Tout était parfait dans sa diction, les S, quand tu vois, dans les aigus, c'était vraiment doux. Pourtant, à l'époque, on n'avait pas un bête de micro, on n'avait même pas de préampli. Mais comment ça sonnait, c'était un truc de ouf, quoi. Donc lui, il y a Cynic. Monsieur Cynica. Il y a Cynic, il y a qui d'autre là, comme ça. Cynic, t'as pas compressé, savoir rien. En brut. Franchement, pas besoin. Franchement, lui et Specta aussi. Specta aussi m'avait choqué parce que lui, tu voyais le compresseur, il bougeait presque pas. Et tu voyais son onde. La forme d'onde. Ouais, la forme d'onde, pardon. C'était un carré comme ça, mais super homogène, un truc de ouf. Et c'est là que tu vois aussi les mecs, comment ils gèrent leur souffle, tout ça. Le mec, il avait un débit régulier, mais c'était hallucinant. Moi, c'est Specta qui m'a choqué à ce niveau-là. Mais allez, moi, on sait à quel point j'aime avoir une critique, mais objective. Là, on parle des rappeurs. Est-ce que juste toi, à l'enregistrement, quand tu donnes ce genre de définition de détails sur un artiste en cabine, est-ce que tu fais la différence? Parce que pour moi, il y a ce que j'appelle des MC et il y a des rappeurs. Les rappeurs, ce sont ceux qu'on surcompresse, qui ont des voix graves collées comme ça. Et pour moi, tu as les MC comme ceux que tu as cités, là où il n'y a rien à faire, tellement les types ils sont précis. Oui, après, ça va aussi peut-être avec l'école et la période où ils ont appris à rapper, tu vois. C'est que c'était bon, l'ancienne école. Après... Aujourd'hui, t'as des mecs. C'est qu'après, pour moi, c'est tant qu'on comprend ce qu'ils disent, tu vois. L'intelligibilité. Ouais, voilà, c'est intelligible. Franchement, moi, je me dis que c'est un style, c'est un nouveau style, tu vois. C'est que je peux pas forcément critiquer. Et puis moi, j'essaie d'avancer avec mon temps. Je peux pas rester scotché sur ce qui a été fait avant, quoi, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est dans le créatif, il y a pas de loi en vrai, tu vois. Tant que c'est bien fait. Tant que c'est bien fait. Tu vois, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Tu vois, la fin justifie les moyens. Tant qu'à la fin, les gens, ils écoutent, ils kiffent, c'est le plus important. C'est vrai. C'est vrai. Un plugin que tu utilises tout le temps. Plugin que j'utilise tout le temps. En fait, il y en a plusieurs que j'utilise tout le temps, mais dans les plusieurs que j'utilise tout le temps, il y en a un que j'utilise tout le temps, du tout le temps. L'indispensable pour toi. Moi, ça va être le Airvox. Airvox de chez Waves. De chez Waves. Ouais. Pareil. Ouais. C'est la base. Tout le temps. Mais tu l'utilises comment pour lisser les voix? Un petit peu. C'est quand j'aurais qu'une voix, que je veux que j'ai enregistré une voix, pardon, et que, par exemple, je vais faire une mise à plat, je vais mettre un Airvox, comme ça va me la compresser gentiment, tranquille. Et voilà, quoi. C'est pour compresser vite fait, bien fait, sans que ça colore trop. Je vais faire un quiz que j'ai souvent vu traîner sur les réseaux sociaux. Pour toi, ton meilleur compresseur? Meilleur compresseur, pour moi, c'est... En plugin, hein. En plugin, ouais, c'est mon 76 de UAD. La version UAD, ok. Ouais. En EQ?
En EQ, moi j'aime beaucoup Metricalo. Ah oui, c'est pas tout le monde qui... D'accord. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Reverb. Reverb. Alors au début j'étais très UAD, maintenant je kiffe beaucoup la Valhalla. Oui. Vintage Verb, Vintage Verb, j'aime beaucoup. J'aime bien, parce que je commence à la capter maintenant. Donc en delay aussi? En delay c'est Ecoboy. Ecoboy, ok. Soundtoys. Ouais. Et sur ton Busmaster, qu'est-ce que tu mets en tant que... Est-ce que tu utilises un maximizer ou un limiteur ou... Sur le Busmaster, j'ai un... Comment ça s'appelle ? Je mets un limiteur, c'est le Pro L2, j'aime bien. Top filter. Voilà, et juste avant ça, j'ai le Sir Audio Tools. Sir Audio, oui. Le truc là, le clipper. Oui. Voilà, juste avant. Pour que ça sonne gros. Ouais, et puis pour que ça attrape les pics, et puis comme ça, après, je peux balancer ça dans le limiteur sans que ça... Sally, sais-tu comment est-ce que j'ai entendu Dooms ? Comment Dooms est arrivé à mes oreilles ? Le fameux titre Liberté de pression, dédicace à Doucement les basses. Non, Doucement les basses. Déjà parce que le titre commence par, pour moi, c'est celui que j'estime être le meilleur rappeur que le rap français ait jamais créé. Des X-Men. Ouais. T'es le bienvenu ici, le continent. Et ça m'avait marqué parce que j'aime écouter aux enceintes et j'écoute au casque. Regarde, la première fois qu'on s'est vu, et même je crois que je t'avais envoyé un message vocal sur Instagram. Non, tu m'avais envoyé, je me rappelle, parce que c'est quand on a discuté là, et après tu m'as renvoyé un message, tu sais, pour me parler du podcast, et c'est là que j'ai vu que c'est toi qui m'avais envoyé un message. Et c'est marrant, c'est que le truc, tu sais, tu m'avais envoyé un message où tu m'avais dit t'apprécies ce que je faisais, mais en fait, comme je savais pas c'était qui, tu sais, des fois, t'as des gens... Alors, moi, je me suis dit, c'est peut-être ironique, tu vois ce que je veux dire, donc dans le doute, je sais pas, tu vois, et moi, j'ai dit, oui, mais ce que je peux le faire, tu peux le faire aussi, tu vois, mais en vrai, c'est que pour moi, ce que je fais, c'est pas extraordinaire, peut-être... C'est que non, c'est pas comme ça. C'est que des fois, je vais faire des trucs, je me dis, oh putain, ça tue, c'est extraordinaire. Les gens, ils écoutent, non, j'aime pas. Et à l'inverse, je vais faire des trucs, je trouve que c'est pas terrible, mais les gens, ils kiffent. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on va me dire ça, vu que je pars de ce postulat, c'est que je me dis, ouais, si lui, il kiffe, ce que j'ai fait, c'est que peut-être que j'ai pas fait un truc de ouf, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est pas forcément que j'ai pas fait un truc de ouf, c'est que j'ai compris que des fois, tu vas faire les choses, t'es dans le flow. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es dans le flow, t'as pas l'impression de te prendre la tête. Tu vois, tu fais ça, tac, 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 tac. Et pour toi, c'est bâclé. Mais non, c'est pas bâclé, c'est que t'es dans le flow. C'était précis. C'est que t'es aligné. Tu vois ce que je veux dire? T'es aligné, t'es pas dans le blabla. Donc tout ce que tu fais, c'est oui ou non, mais t'avances. Et du coup, en fait, toi, sans le savoir, puisque pour toi, t'as rien fait de spécial, en fait, t'as fait une dinguerie. Ouais. C'était efficace. C'était efficace. Les choix, ils ont été bien pris, parfaits. Et t'es arrivé à l'essentiel. Basta. Il n'y avait pas tous les effets temporels. Il y avait zéro excès. Et surtout, l'assise kick bass que j'ai écouté au casque et j'ai fait, mais c'est qui le mec qui a fait ça? Et j'ai vu c'est ça, Doucement les basses, ça c'était bien. Ils ont écrit Dooms aux manettes, je suis parti. Moi je fais mon inspecteur gadget, je fouille. Et c'était. Je trouve que l'assise que tu as mis, c'est une assise. Là, c'est un titre rap composé par Sikou MC Sikou, dédicace. C'était bien la prod. Et c'est la façon dont tu as abordé ton kick bass, on n'était pas dans l'excès, on était dans la juste dose, là où je me suis dit, ce que met là, il peut mixer tout type de son. C'est-à-dire, si on t'envoyait un truc reggae, même si on sait qu'on peut charger au niveau du kick et de la basse et compagnie, mais tu pouvais aussi faire de la variété, la moderne qu'on entend. Et c'était super intéressant, ça m'a vraiment marqué. Et je sais que je criais et le titre, je l'ai écouté. Rien que là, tout à l'heure, je l'ai encore écouté. Ouais, merci. Et vraiment, j'ai apprécié. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Mais comme je t'avais dit, c'est vrai que moi, ce morceau-là, quand je l'ai mixé, il est sorti. Et je l'ai réécouté peut-être 2 ans après, tu vois. Et un jour comme ça, je me suis dit, tiens, Doucement les basses, paf. Je suis parti, j'ai écouté. Et en fait, je l'ai écouté, j'étais choqué parce que, en fait, je savais pas que ça avait ce rendu-là, en fait. J'avais bossé dessus
j'avais pas assez de recul. Donc, voilà. T'as redécouvert ton mix. Et en fait, quand j'ai écouté, les voix, tout ça, je me disais, ah ouais. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Ah ouais, franchement, bien. C'est le truc, il est correct. Et donc, je pense que c'est ce qui fait la diff, en fait. À un moment, je crois que c'est ça aussi qui te permet de pouvoir te vendre, c'est de prendre du recul. C'est que moi, des fois, dans la passion, quand il y a trop de passion dans la passion, c'est pas bon, tu vois, parce que ça peut t'aveugler un peu. Et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans cette phase où je veux tellement savoir, je veux tellement de trucs que je fonce la tête baissée, mais je regarde pas autour, tu vois. Et je vois pas forcément les erreurs que je fais ou les opportunités que je vais louper, tu vois. Donc, c'est ça, c'est être plus mesuré, tu vois, c'est faire, c'est quand t'as le recul qu'il faut, quand tu fais les choses avec justesse, tu vois, c'est mieux. Et là, le titre, il a été produit par Doucement les Basses. Comment la connexion s'est faite entre vous? Doucement les Basses, c'est les mêmes que ceux qui avaient produit le son de spectacle. Ouais, le truc, la compile dur comme la pierre, tu vois. Et en fait, il faut savoir que un des créateurs là de Doucement les Basses, Bobby, Bobby T'inquiète, lui, quand moi j'avais acheté mon premier ordinateur, il venait chez moi et il rappait et je faisais les instrus. D'accord. On avait fait un petit groupe comme ça. Et en fait, à l'époque, c'était marrant parce que nous, on savait pas qu'on pouvait vivre... même, on savait pas que j'allais devenir ingé ou quoi aux caisses, tu vois. Et moi, je leur avais dit, ouais, mais quand je serai ingé, vous serez tout... Enfin, voilà, on fera toujours des trucs ensemble. Nous, on pensait qu'on allait faire des titres, qu'on allait péter comme les ministères amers, tout ça, ensemble, tu vois. Donc, on est toujours resté... Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement aussi beaucoup, tu vois. Donc, on est toujours resté en bon contact. Et donc, dès qu'il a parlé de Doucement les Basses, de son projet, je lui ai dit, écoute, si t'as besoin d'un ingé, je suis là, mon gars. Parce que là en plus, je regardais leur playlist des invités, il y a quelqu'un qui vient qui fait ça, il y a son image, il y a un DJ derrière, et je t'ai vu à la technique. Oui. Donc, en fait, on est dans la continuité de votre... oui, c'est relation. Ça, c'est continuité, parce que c'est un ami pour moi, Bobby, tu vois. C'est même un frère. C'est plus... Après, pour moi, ami et frère, c'est pareil, parce qu'un ami, c'est un frère, mais dont t'as pas la même mère, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais non, moi, ça bouge pas. Sally? Non, j'ai une question, mais c'est pour la fin. Ah bon? Oui, vite fait. Je connais tes questions psychologiques. Qu'est-ce que tu dirais au Dooms d'il y a 10 ans ou 17 ans, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oula. Ça va t'apprendre. Ouais, mais ce sera coupé au montage. Dooms, le studio dans lequel là t'es, c'est ta config comme vous l'avez fait comme vous le vouliez? Oui. Au départ, moi, j'aurais changé 2-3 trucs, tu vois. J'aurais changé 2-3 trucs. Le convertisseur, déjà, j'aurais changé ça. Vous avez lequel? C'est Apollo. Apollo, ok. Ouais, la X16. Oui. J'aurais changé ça. Et juste ça. Hein. Et même les enceintes, j'aurais pris une autre paire d'enceintes. Juste comme ça, le convertisseur, parce que dès qu'on parle de conversion de signal... Je pense toujours à quelqu'un ou à deux types. Ouais. Est-ce que ce sont eux qui sont venus Non. te changer ta vision, voir tes oreilles, te greffer de nouvelles oreilles? Non. Dédicace à Patrick Thévenot. Ouais. Non, alors non. Eux, ils m'ont fait prendre conscience d'autre chose, tu vois. D'accord. Cette histoire de convertisseur, en fait, c'est un jour dans un studio, c'était chez Teufa. Où j'avais il y avait dans le studio en bas il y avait un studio, enfin il y avait le studio où tu avais la SSL et à l'époque c'était comment il s'appelle zut, j'ai un... en ingé? Oui, en ingé. Blasta? Non, pas Blasta. Non, c'est pas Ludovic. Je suis un ouf, c'est pas Ludovic, non. Et puis il est super connu, c'est l'ingé de SCH. Je suis un ouf. Mais à chaque fois, je confonds. Un tout petit peu costaud là. Fred Landu. Voilà. Ah, le Renoir. Oui, Fred. Oui, je suis un ouf. Ludovic. Ouais, Fred Landu. Landu, Ludovic, tu vois ce que je veux dire. Fred Landu. Et il avait mixé Salmou de Booba.
Et je suis parti, j'ai ouvert la session, j'ai regardé, frérot. À la limite, le seul plugin de ouf qu'il y avait, c'était Supercharger GT qu'il avait mis sur le master. Sinon, c'était les plugins de base de Pro Tools. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai ouvert les trucs, je me suis dit, mais... Un choc. Un choc, puisque moi, à l'époque, j'ai dit, moi, dans ma tête, j'ai des œillères, je suis borné. Moi, je comptais que par les plugins. Donc, j'avais des sessions, je mettais les plugins, les trucs. Et là, j'arrive, je vois un mix, un morceau qui a tourné partout. J'ouvre la session, il n'y a rien, frère. Enfin, il n'y a rien. Juste le taf, tu vois, mais là, c'est vraiment du travail. Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour Fred. C'est, en fait, pour moi, un bon ingé, en fait, la différence entre un bon ingé et un très bon ingé, c'est que le très bon ingé, il prend les bonnes décisions. C'est ça. Et dans son truc, c'était que des bonnes décisions, tu vois. Et le truc, ça sonnait, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais attends. En fait, c'est ça. Est-ce que tu peux juste changer le côté du casque? Parce que c'est le casque qui frottait. Je me disais, j'entends des échos, comme si j'étais en train de chercher la mauvaise fréquence c'est vrai que ça frottait. Ouais. Et il y avait rien, quoi. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris 2 ou 3 choses. C'est que déjà, prendre les bonnes décisions. Ensuite, il n'y avait pas de plugin de ouf. Donc, par contre, il y avait une super bonne écoute. Donc, un endroit qui est traité avec des très bons convertisseurs. Et surtout, ceux qui donnent la matière, c'est des très bons artistes aussi. Parce que Booba, Bramsito, c'est des mecs, tu sens les voix, voilà. Et surtout que ça a été bien enregistré, tu vois. Et Fred Landu, pour savoir si tu veux te situer, c'est lui qui avait mixé l'album Banlieusard de Kerry James. D'accord. Voilà, un Renoir costaud, il est très chaud. C'est un tueur à gage. Ouais, très chaud au niveau du... Ouais, il est chaud, il est vraiment chaud. C'est un tueur à gage. C'est un tueur à gage. Donc il faut faire confiance à ses oreilles. Ouais, oui. Ouais, c'est ça que... Ouais, c'est que moi... Excusez-moi. À un moment, moi, je faisais plus confiance à ce que je voyais, c'est-à-dire... et c'est ça, tout le truc, c'est les plugins, tu vois. Mais parce que... leur marketing... Oui, ce truc, avec ça, tu auras le son que je sais pas quoi, truc, évidemment, nous, si on peut avoir un raccourci, tu vois ce que je veux dire. Je te vois venir, toi, je la vois venir. Parce que moi, je suis un toxicomane des plugins. J'achète, Non, mais j'achète pas tous les plugins non plus, mais moi, comment j'appelle ça? Moi, c'est la pluginite. Ouais. C'est la pluginite aiguë. Moi, j'appelle ça la pluginite aiguë. Le dernier 4 fois sans frais, c'est quand? Je sais pas, mais justement, elle est pas finie, l'échéance. Voilà. La pluginite, j'aime beaucoup. Aiguë. Ouais, aiguë. Très aiguë même, inflammatoire, c'est abusé. Mais moi, par contre, là, c'est l'extrême approche, l'autre approche où j'utilise presque plus. Il y a des plugins qui marchent bien, que je sais que je connais le travail qu'ils font. C'est des outils, je sais comment ils fonctionnent, donc je les utilise. Mais maintenant, ça y est, c'est que je me dis, en fait, c'est déjà faire en sorte, quand je mixe, en tout cas si je veux kiffer un mix, c'est de choisir des bons morceaux qui ont été bien performés, bien enregistrés, et après c'est freestyle, tu vois. Excusez-moi. C'est peut-être, il y a de l'eau, hein. C'est peut-être le sucre, hein, vu que... Merci. Je vais te suivre aussi. Hein. Ouais. Et donc, ouais. Une question. Ouais. Est-ce que tu peux te fier aux ondes pour mixer sans avoir l'oreille? Aux ondes. Les formes d'ondes. Ouais, les formes d'ondes. Non, faut surtout pas faire ça. Si tu veux, ça va être un indicateur, tu vois. Ça va te donner des informations et ça va te permettre de confirmer ce que tu entends déjà ou d'infirmer ce que tu entends avec tes oreilles déjà. D'accord. Au-dessus de l'ordinateur, vous êtes chaud. Hein? J'ai dit, vous passez l'eau comme ça au-dessus de l'ordi, vous êtes chaud. Oh là là, vous êtes chaud. C'est pas bien. Ouais. Mais... c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas grave. Ouais. Est-ce que tu formes? Tu donnes des cours? Oui, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu beaucoup de stagiaires. Enfin, ouais, beaucoup, ouais. Si, des stagiaires. Oh, j'aime bien transmettre ce que je sais, ce que je connais. Bien. J'aime beaucoup. Puis j'aime bien... en fait, je me suis toujours dit... En fait, quand j'apprenais, je me disais, il faut que... En fait, ce que j'apprends, je puisse l'expliquer à un môme de 5 ans, 6 ans. Voilà.
Et du coup, et je me rappelais, j'apprenais, puis je me donnais des cours à moi-même, en fait, en récitant ce que j'apprenais, tu vois. Du coup, ça m'a donné un peu comment dire, l'art de... non, ça m'a donné ce côté un peu pédagogue. C'est-à-dire, la chance que j'ai eue, c'est que tous les stagiaires que j'ai eus, ils étaient super contents. Et ils comprenaient ce qu'ils faisaient, tout ça. Et c'est des bons ingés maintenant. C'est quoi l'âge, à partir de quel âge tu penses pouvoir... le plus jeune stagiaire que tu puisses avoir? Ou alors à quel âge tu penses qu'un enfant peut comprendre ou qu'une personne peut comprendre? À partir du moment où il en a envie. Genre 12 ans, c'est bien? 12 ans, s'il kiffe ça, il entend déjà des trucs. Mais bien sûr, 12 ans, si tu peux le mettre dedans à 12 ans, c'est... Ah ouais, mais direct. D'accord. Direct. Et même quelle que soit la passion. En fait, si l'enfant il a l'intelligence du truc, s'il a compris, ah ouais, il faut le mettre dedans direct. Le plus tôt sera le mieux. Ok. Et il y a un proverbe arabe, je crois, qui dit que l'apprentissage chez un enfant, ça équivaut à de la gravure sur pierre, tandis que pour un adulte, ça équivaut à une inscription que tu laisses sur le sable et que la mère, elle vient balayer. Bizarrement, je pense à au cours de danse. Ok, bah ouais, d'accord. Donc la mère est venue balayer beaucoup de choses qui étaient gravées sur le sable. Je prends l'exemple de les cours de danse avec notre fille, là, Saori. L'enfant, elle reste 2 semaines sans danser, elle te refait la chorégraphie comme si la veille, elle avait répété. Moi, voilà, ça se voit que j'ai pas révisé. Mais c'est ça, les mômes, en fait, ils arrivent, ils sont tout neufs. Le cerveau, les oreilles, le corps, tout ça, ils sont tout neufs. Il suffit juste de les stimuler, tu vois. Et voilà, à partir du moment où ils trouvent un truc qui kiffe, faut les mettre dedans direct, faut même pas... je suis obligé de vanner. Et quand tu retournes aux entraînements, tu nous fais une Malcolm. Donc c'est... Ouais, mais non, Dooms, c'est un très beau témoignage que je découvre et qui, pour moi, peut et doit donner espoir à un jeune ou une jeune qui se dit non, c'est pas fait pour moi. Non, on peut le faire. Alors, il faut avoir l'amour de ce qu'on aime. Enfin, oui. Ouh là là, ça s'appelle comment ce que je viens de dire là, l'amour de ce qu'on aime. Non, mais c'est vrai, parce que l'amour de ceux qu'on aime, de ceux, c'est eux, ce qu'on fait, ce que tu aimes, et de ceux, CEUX, ceux qui nous aiment aussi, c'est super important. Parce que moi, je sais, par exemple, quand je voulais faire ça, j'avais dit à ma mère que je voulais être ingénieur du son. Et bon, après, je la comprends. C'est qu'elle a pensé que je voulais faire de la musique bêtement, mais moi, je lui ai dit que je voulais être ingénieur du son. Et alors, je peux comprendre, c'est peut-être de l'inquiétude, mais moi, elle m'a pas soutenu, tu vois ce que je veux dire. Et je me rappelle, c'est la petite anecdote, elle m'avait dit, si tu veux faire ingénieur du son, tu sors, tu prends la porte. Et j'ai pris mes affaires, je suis parti direct. Mais c'était pour lui montrer. Ah ouais, direct. Mais c'était pour lui montrer. Mais attends, je suis pas si. Mais quand je te dis que j'ai un amour pour le truc, mais ok, maman, mais c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Enfin, c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, je peux pas. Pour moi, c'est pas concevable. C'est même mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est que je peux pas décider pour eux de ce qu'ils vont faire de leur vie, tu vois. Enfin, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils aient tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas à moi de lui dire, ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Déjà, en termes de travail, tu vas travailler toute ta vie, donc voilà. Est-ce que la flamme, la passion est toujours la même? Ah ouais, ça n'a pas bougé. Je vais être là, je vais entendre un son, un truc, ça va être la même. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Le dernier mix en date qui t'a choqué, c'est signé par quel ingénieur du son? Alors là, le dernier mix que j'ai écouté. Attends. Alors là, comme ça, comme ci, comme ça. Ouais, bah. Alors là, dernier, non, mais je sais que moi, c'était le mix de Ultra. De Booba par comment il s'appelle déjà? NKF. Ouais, NKF. Bon, ça m'avait choqué parce que je trouve qu'il a un côté agressif, tu vois, où ça cogne, c'est agressif, mais ça fait pas mal, tu vois, c'est à la limite, tu vois, de
pas de la douleur, mais c'est à la limite. Ça rentre dans ton oreille, mais ça agresse pas, quoi. C'est ça que je kiffe. C'est fort, les voix, il y a un grain. Hein, j'aime beaucoup comment il travaille. Et puis même, pour l'avoir vu dans Mix with the Master, là, j'aime beaucoup comment il explique, son approche. Ouais. Enfin, pour moi, c'est le plus carré des mixeurs français. Et déjà même sa petite machine là qu'il avait, je connaissais pas du tout, cette machine là qui branche en USB. C'est très... En fait, il est dans son efficacité. Non, il est trop chaud. Et puis, tu vois, c'est un mec... c'est autodidacte, tu vois. Et tu l'entends parler, on dirait qu'il a été formé par les plus grands, tu vois. Beaucoup de respect. Et pourquoi je dis c'est le plus quinri des mixeurs français, c'est que pour moi, lui, il a sa place aux États-Unis, normal, tu vois, normal. Il craint pas le rouge. Si les voyants sont rouges, c'est pas son souci tant que ça sonne. Exactement. Ouais. Et les quinris, c'est ça. Et voilà. Les quinris prennent des risques, ils osent, tu vois. Ici, on est plus dans une certaine norme, tu vois. C'est vrai. Et ta vision là sur ce qui se produit, bon, c'est d'un point de vue là quand ce qui sort en ce moment et tant au niveau artistique que technique, qu'est-ce que toi t'en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est homogène ou il y a un fossé? Un fossé entre... Un fossé tant au niveau artistique que technique. C'est-à-dire il y a de très bons ingés, il y a tout l'inverse, et tout ça c'est disponible sur Spotify, c'est signé en maison de disques, c'est... écoute, c'est l'époque... je veux dire, c'est la période qui veut ça. En fait, de toute façon, de manière générale, tout c'est un peu dégradé, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu... en fait, on peut tout faire n'importe comment. Donc forcément, t'auras des bonnes choses, mais t'auras aussi beaucoup de mauvaises choses. Et puis, dans un secteur, par exemple, là où t'avais, je sais pas, peut-être 10 personnes qui faisaient une chose, là, t'en as 100, 200. Donc forcément, s'il y a des trucs qui sont pas bien faits, ça aura plus d'ampleur, quoi. C'est-à-dire que avant, par exemple, moi, ce qui me choque des fois, c'est que je vais enregistrer des mecs, et les mecs, ils entendent même pas qu'ils sont pas dans le rythme. Tu vois ce que je veux dire, ils sont même pas dans le rythme, les mecs. Et je lui dis, mais là, c'est un peu décalé, non? Et en fait, je leur demande juste pour voir s'ils ont capté. Ah non, moi, c'est bon, j'aime bien. Ça te va comme ça? Ok. Oui. Et après, les mecs, moi, je leur dis, par contre, toi, tu n'as pas besoin de me mentionner dans tes crédits, tranquille, t'inquiète. Mais parce que, voilà, c'est... Et là où avant, c'était impensable, ça, de ne pas être dans les temps, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais j'avais fait une session comme ça, un gars avec ou sans casque. Il pouvait être dans la cabine, tu lui retirais le casque, il envoyait des choses pareilles, orbite. Mais en même temps aussi, le rap, c'est le seul style où tu peux te lever un matin, à partir du moment où tu fais des rimes, tu as accès à un studio, tu peux dire que t'es rappeur, il y a qui va te dire non? Personne. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un truc, le fait que, bon, il y a des avantages et inconvénients, le fait que le home studio se soit démocratisé, c'est est-ce que ça n'a pas contribué aussi à un peu une chute de la qualité? Pour moi, c'est pas les home studios qui ont fait ça, c'est plus ceux qui font passer les trucs à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les home, si on faisait passer que des gens qui chantent bien ou qui savent chanter ou qui, tu vois, les gens, avant de sortir un truc, ils feront en sorte de chanter aussi bien. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est tu vas prendre quelqu'un qui chante pas forcément. En fait, les gens, tu vas prendre quelqu'un qui chante pas bien, mais qui a du charisme, tu vois ce que je veux dire, qui passe bien à l'image, tout ça. Tu lui écris ses textes, tu corriges ses notes. Les gens, ils savent qu'on triche. Maintenant, t'as pas besoin d'être bon pour chanter. Donc, forcément, voilà. Pour moi, c'est pas les studios qui a truqué la qualité. C'est des boulangeries, t'en as partout. Pourtant, voilà, tu trouves du bon pain aussi partout, tu vois. Pour moi, c'est pas le nombre de studios qui fait que la qualité elle chute. C'est plus ce qu'on met en avant dans la musique, en fait. Tu vois. Avant, quand t'écoutais, les groupes là de R&B, je sais pas quoi, c'était des tueurs, tu vois. C'était des tueurs. Là, le truc, c'est que, en fait, on a fait comprendre, et c'est vrai, que, en fait, sur un coup de chance, tu pouvais percer. C'est vrai. Les gens, une fois, moi, il y a un jeune, il m'a dit, Doumsa, il faut pas croire, hein.
On m'a dit, ah, nous, on fait du rap comme on joue au loto. Mais moi, j'étais choqué, mais j'ai capté ce qu'il voulait dire ce jour-là, le mec. C'est qu'en vrai, tellement comme ça, vraiment. Il y en a plein. Mais après, je les plains pas. De toute façon, c'est humain. C'est les gens, tu vois, ils veulent. C'est ça. Mais après, ils veulent jouer au loto. Mais maintenant, après, je me dis aussi, frérot, même s'il y a beaucoup de merde, excuse-moi l'expression, mais s'il y a beaucoup de merde autour d'un diamant, ça reste un diamant, tu vois ce que je veux dire. Voilà, hein, c'est... voilà. C'est une belle image. Et tu te rappelles de ton premier mix? Oui. Attends. Là, comme ça... Enfin, quand je dis premier mix, le premier mix là où tu étais satisfait. Toi, tu étais satisfait et l'artiste était satisfait. Bah, ça date de 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Je te jure. Mais parce que, encore une fois, moi, je vais être concentré sur ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, ça, pour moi, c'est à mon niveau d'expérience, c'est un peu une faute professionnelle, tu vois. C'est qu'à un moment, faut être objectif, tu vois, pour pouvoir faire les bons choix. Tu vois, et ouais, bah, il y a une fois, c'est un artiste avec qui je bosse depuis presque 10 ans maintenant. Et ouais, il y a un morceau que j'ai mixé. Franchement, le truc, à chaque fois que je le réécoutais, franchement, je me disais, ouais, franchement, je kiffe. Et pour moi, en fait, comment je sais que j'ai bien mixé un titre, c'est quand je l'écoute comme un morceau que j'ai pas mixé, en fait. Ouais. C'est quand je l'écoute et que je suis comme ça, tu vois. C'est ça. T'es dans l'émotion du truc. Je suis dans le kiff, en fait. Là, je me dis, alors, peut-être je suis pas objectif, mais en tout cas, je kiffe le travail que j'ai fait dessus et je kiffe le morceau, tu vois. Là, en tout cas, là, je me dis, ouais. Et quand j'entends dans mes oreilles, je kiffe aussi, tu vois. C'est pas, j'entends un truc qui va pas et je me dis, ouais, non, je kiffe. Non, je kiffe vraiment, quoi. Moi, ma dernière question, 5 ingé sons français que voilà, ton top 5 ingénieurs français que tu trouves lourds. En commençant par le 5e. Les 5e, c'est en fait, c'est dur de mettre un ordre. Ouais, c'est dur de mettre un ordre parce que chacun, il a son... C'est comme des constellations. Enfin, c'est comme les étoiles, elles sont toutes dans l'espace, tu vois ce que je veux dire. Alors, 5 grands ingés pour toi. 5 grands ingés. Bon, déjà, il y a NKF, c'est sûr. Jérémy Tuile. Après, il y a Mouche. Ton collègue. Ouais, Mouche. Il y a Fred Landu. Et en français, en 5e, il y a qui? J'en connais pas trop, hein. Mais attends, il y en a un que j'aimais bien aussi. Attends. Ouais, il y en a un, là, je l'ai sur le bout de la langue, mais attends. Bon. Et il est pas connu, mais pour moi, c'est un tueur à gages, c'est Nico. C'est mon gars de Kézit. Nico. D'accord. Ouais, parce que lui, en fait, lui, ce que je kiffais, c'est un ingé en rec. J'ai beaucoup appris avec lui. Et le gars... Ah oui, à la Jérémy. Ouais. Mais il a été formé par Jérémy? Par quelqu'un qui a été formé par Jérémy. Ah, qui? Rémi Alban? Alban, voilà. Ouais. Alban, dédicace, monsieur. Ouais. Ta place, on t'attend. Hein. Ouais. On est en train de chauffer ta place. Commande. Ouais, mais même Alban, en vrai. Alban, aussi, incriminé. Ouais, c'est parce que je le connais pas personnellement, mais de nom, ouais. Tu vois... Je sais pas quel est l'effet qu'il met dans ses voix. Ouais. Il met un effet là où ça va chercher dans une sorte de saturation et tout. C'est des tueurs, les mecs. Ouais, j'aime beaucoup. Non, c'est des tueurs. Eh ben parfait. Dooms, moi en tout cas, je suis très ravi. Ouais, merci pour que tu sois venu. Ça fait plaisir. Ma dernière question. Ouais. Ta dernière question. Bon, tu couperas ce que je viens de dire. Non. Mais si j'ai dit je suis très ravi, machin. Oui, mais moi aussi je suis ravie. Je vais finir avec une anecdote qui n'est pas la mienne, bien sûr. Mon frère au lycée a eu un prof d'éco qui lui a dit que, en gros, ça sert à rien qu'il fasse des études, quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça. En gros, mon frère voulait faire prof de maths. Le prof d'éco lui a dit, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas.
Et donc, mon frère, quand il a eu son CAPES, il est parti au lycée. Il est parti voir le prof. Il a dit, regardez. Donc, toi, est-ce que tu aurais un truc... Si tu devais revoir cette conseillère d'orientation ou ce monsieur-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais merci. Ouais, d'accord. Pourquoi? Mais parce qu'en vrai, eux, ils sont partis d'une mauvaise intention. Enfin, je sais pas, mais eux, ils sont partis dans leur truc. Mais c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, franchement, je suis heureux d'être là où je suis, d'être ce que je suis. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc, merci. Voilà, merci. Voilà. Ok. Et voilà, et t'as vu, moi je pars du principe que quand tu fais du mal, c'est à toi que tu le fais, quand tu fais du bien, c'est à toi que tu le fais. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. D'accord, mais... Merci en tout cas. Merci Dooms de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Merci pour ton expérience, ton beau témoignage. Merci. Et voilà. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Faut pas lâcher. Vous avez vu? Poursuivez votre rêve. L'amour sincère, tant que c'est sincère. C'est ça. T'as déjà ton métier, reste-y, et au final, et voilà, 3 disques de diamant. Dooms aux manettes. Abonnez-vous. Abonnez-vous, merci.